Salut à tous. Hello los amigos. Ah, J'ai volé le truc d'Abdel. Et moi j'ai pris celui de Ben. Salut les amis. Nadir. Salam alaikum. Akoum salam. Salam. Ça va? Ça va et toi? fait un an. Ah ouais, un an jour. Un an jour pour jour. Un an, ouais, un an en physique. Parce que la dernière fois, j'étais intervenu. Ah oui, Dans sur un live. sur un live. Sur un live. Ah ouais, On sur le était, live. moi j'étais On en a fait un Malaisie. de 4 heures. Ouais. Ah ouais, je vous ai monopolisé. Non, t'as 5 fait- heures, je crois, on avait fait le live. Ou plus même. Ouais, un truc de fou. Parce que vous avez déjà fait le live, vous étiez claqué. Je suis rentré, on a rajouté 2 heures. Je crois qu'on T'es a arrivé fait comme dans un largement saloon. T'as mis un coup de pompe dans le. plus. T'étais encore à Dubaï Non, j'étais en Malaisie. On s'est tous éparpillés. Toi, t'étais à Dubaï. Ouais. Moi en Malaisie, Nadir à Abu Dhabi Ouais. et Mehdi en Algérie, je crois. Il est en Algérie maintenant. Parce que j'ai vu des vidéos qui tournent où il est en Algérie. il Ouais, fait le tour ouais, d'Algérie. ouais. Non, ça, il vient de rentrer, mais il a fait un mois. Ah ok. Un mois et quelques jours, je crois. en Il Algérie. est pas à Bali lui? Il est en Malaisie, Kuala Lumpur. Ah, Kuala Lumpur, c'est vrai, voilà. Yes. Les gars, comme le titre de la vidéo va l'indiquer, le sujet du jour avec l'ami Nadir, c'est quelqu'un qui est très apte à en parler. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. C'est le marché de l'emploi aux Émirats, peut-être plus précisément à Dubaï, mais aux Émirats de manière générale. Et c'est quelque chose que nous, on a souvent mis en avant, parce que c'est lié directement à l'immobilier. C'est pas comme ça une notion un peu qui flotte, qui est en orbite. Non, non, tu peux pas décorréler le marché de l'immobilier, en tout cas locatif notamment, sans parler du marché du travail. Non, même pas que locatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'impact locatif, enfin, le marché de l'emploi ou le locatif impacte l'investissement. S'il n'y a pas de locataire, Ouais, s'il n'y a pas de investissements. travailleurs, il n'y a pas de locataire. S'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de... Non, mais, Les acheteurs... ils vont être frileux, ouais. Voilà. Ah, il y a le tourisme encore. Hein. Il y a encore le tourisme, mais bon. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on va dire par rapport à l'emploi, on va rester sur l'emploi. Ouais. Le marché est saturé. C'est-à-dire que c'est fini les belles années. L'âge d'or. L'âge d'or de Dubaï, de 2010 à 2011, où les gens... Enfin, 2000 à 2011, où les gens arrivaient avec leur sac, ils toquaient aux portes à 2 ou 3 compagnies, je sais faire ci, ça, et ils trouvaient un emploi. Parler anglais, déjà, si c'était vraiment ta langue maternelle, c'était déjà une valeur ajoutée de fou. Ouais, voilà. Si Toi, Nadir, t'es là depuis. 2011, 2010, 2011, ouais. D'accord. 15 ans maintenant, exactement 15 ans. C'est-à-dire à la fin du 31 décembre, ça fera 15 ans. T'es quasiment comme moi. Moi, j'étais là en 2009. Ah, t'es avant Mais moi. je suis reparti pendant Ouais. 2 mois et après, je suis revenu. Donc, ouais, 2010. Mais donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que oui, le marché 1 est... Tu disais que, là, avant qu'on te coupe, tu disais que donc, les plus belles années étaient derrière nous, l'époque où tu pouvais arriver, débarquer. Ouais, tu viens, tu vas chez Al Roulet, tu vas chez Al Foutem, tu toques aux portes, les mecs, tu rencontres certaines personnes qui prennent des décisions et ils savent qu'ils doivent recruter parce qu'ils ont plein de projets en développement. Tu prends Festival City, en 2000, il n'était pas encore sorti de terre, mais il y avait le projet de la construire. Il y avait Lagoon, qui était le projet à côté aujourd'hui, c'est le nouveau projet des Mares, qui se trouve à la Crique, Cricarbourg. C'était Lagoon, il devait sortir de terre. Donc il y avait plein de projets qui devaient sortir de terre, et donc les gens, même la RTA, t'as la RTA, ils vont construire le métro. Toi, tu arrives, tu dis, moi je suis ingénieur comment dire, En génie civil. en génie civil, ou dans le ferroviaire, tu vois. Bah, t'arrivais là-bas avec ton expertise, les mecs, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de géomètres. Moi, je me souviens que quand j'avais mes 20 ans, 1995-97, ces périodes-là, je connaissais un géomètre en Belgique qui venait à Dubaï. C'est-à-dire, on ramenait des géomètres de Belgique qui coûtaient une fortune. Aujourd'hui, les boîtes de géomètres, c'était des boîtes d'Indiens. Ouais. Alors, je critique personne. Hein. Non, c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, toutes les boîtes de géomètres, tu vois, sur toutes les routes, les mecs avec les pylônes, là, avec leur casque et qui commencent à mesurer si la route elle est bien droite, elle est nivelée, c'est des boîtes d'Indiens qui coûtent pas cher. Donc, on ne prend plus des blancs pour faire de la géométrie. Il y a un transfert de technologie qui s'est fait, un transfert de savoir en fait. Pas de technologie, mais un transfert de savoir qui s'est fait entre l'Europe et l'Asie. Donc, il y a des boîtes locales, elles ramènent des géomètres d'Inde, ça coûte pas cher, et eux font le boulot. Alors, Ils font la ouais, même qualité de service. Ouais, tu sais, géomètre, c'est un métier qui est carré. Il est là, il a son appareil pour mesurer, l'autre il a un mètre là, en hauteur, et il cherche le niveau. Voilà, donc voilà, c'est... Ça va être remplacé par des drones AI. Après, ce sera des... Ouais, bien sûr. Après, on pourra mettre des robots pour faire ça. On n'a plus besoin d'êtres humains. Pas besoin d'avoir 2 humains qui font les mesures. Mais les mecs doivent faire En fait, les mesures sont longues. Hein. Tu sais, honnêtement, quand tu fais pour les routes, tu fais pas qu'un seul endroit. C'est des grands tronçons. Ouais, c'est tout le tronçon pour être sûr que la route est bien calibrée. Sinon, il y a un problème. Donc, le marché, comme je disais, donc, il est saturé et il y a des milliers de postes. Enfin, il y a des milliers de candidats qui postulent pour le même poste.
Et je l'avais déjà dit, un ancien podcast où tu pouvais retrouver des médecins, un agriculteur, un fermier, des trucs qui n'ont rien à voir avec le poste, mais qui envoient leur CV comme ça. Ouais. Et bien entendu, du problème des pays, ces gens qui envoient des postes à la volée, c'est le pays voisin, le grand pays d'1,5 milliard. Ouais, Et ils veulent sortir de leur misère. Et le mec, il est jeune bachelor, il est prêt à tout pour venir. Il est prêt à tout. On parle de l'Inde, hein, on est De d'accord. l'Inde, bien sûr. Donc même si le mec, il est médecin, il vient de sortir avec son diplôme de médecin, 8 ans d'études, il préfère être, on va dire, cleaner que de rester médecin. Bon, j'extrapole, hein, j'exagère le fait, mais il postule dans tout. Alors moi, ce que je me suis dit, tiens, je vais faire un market scan 2025 pour voir un peu qui recrute qui et qui est recherché à quel prix. Tu vois, comme ça, on a une idée, qu'on ne parle pas avec des estimations approximatives. Et donc, avant d'attaquer la méthode, en fait, parce que j'ai une méthode en fait, pour trouver du plat, la méthode sniper, c'est en 5 étapes, je me suis dit, bon, on va regarder la réalité du marché en chiffres pour 2025. Alors, top 5 des secteurs de recrutement par volume d'offres, tu vois. Alors, principalement, bon, c'est la construction et le tourisme qui est le principal hub, mais en point numéro 1, c'est tout ce qui est lié à l'immobilier. Que ce soit construction, facility management, property management, tous les services qui sont liés à l'immobilier, c'est 30% du marché, de l'emploi. C'est énorme. Voilà. C'est le plus gros bassin d'emploi. Ouais, c'est le premier. C'est le premier. S'il y a 4 millions de personnes... Et il ne faut pas oublier, 4 millions, mais à 16 millions ou Ouais, je sais pas combien de bah, millions de touristes. Et donc, il faut les loger. Et il faut oublier que les gens qui viennent aussi en hub économique visitent, et puis les gens qui viennent, les bureaux, les entreprises. Donc, l'immobilier, c'est le principal. Ça commence avec de l'agent immobilier, où le mec, il peut venir, il tente sa chance pour s'installer, donc il n'a pas de diplôme, il n'y a pas de problème, il peut être un bon commercial. Puis le projet manager, ingénieur civil, architecte, puis facility manager, property manager, superviseur, cleaner. Donc tout ça, tout ce secteur de l'immobilier, c'est 30%. Et il faut oublier que un des principaux revenus du gouvernement de Dubaï, parce que c'est ça où tu le lis. Le gouvernement de Dubaï, ses revenus, c'est la vente de terrain, de propriété, les services charge. Non, pas services charges. Les fees qu'ils prennent pour les Knowledge fees. Ouais, non, Dans le DLD. ouais, voilà, c'est ça. Donc, Toutes les charges. l'équivalent du notaire, mais sauf Voilà, que ici, voilà, c'est l'État qui gère. Donc, tu imagines que chaque fois qu'il y a une transaction, il y a un flipping entre une propriété existante qui se revend à quelqu'un d'autre, il y a des nouvelles charges à payer. Donc, pour eux, le flipping, c'est un business model de dingue. Ils ont déjà tout vendu, supposons sur plan. Et pendant la construction des 3 ans, il y a peut-être la propriété est passée dans 5 mains différentes. Dans 5 mains différentes, il faut payer. Ouais, c'est une rente, c'est limite un business d'abonnement, quoi. C'est un business d'abonnement, voilà. Donc pour eux, c'est un modèle de dingue. Et ça fait partie des rentrées de l'État. Donc deuxième secteur, c'est la tech, aujourd'hui. Bon, en 2025. Hein. Bon, la tech, elle a pris une grosse place, et AI et digital. Dubaï est devenu un hub digital. Donc il y a beaucoup de gens qui ouvrent des boîtes pour proposer des services worldwide au niveau tech. Et c'est 20%. Incroyable. Ouais. Avec une qualité d'Internet vraiment remarquable. Ouais, data scientist, cybersécurité, product owner, service, serveur, paiement. Les paiements online pour l'Afrique, ils sont ici. C'est-à-dire, pour des continents autres, les boîtes étrangères, elles viennent, elles ouvrent un bureau ici. Tu sais que Stripe, en tant qu'e-commerce, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'e-commerce. Ouais. Stripe ont ouvert qu'il y a 2 ans, 3 ans. Alors que normalement, ils devraient être là depuis des années, tu vois. Bon, Et Evolut, ils sont en train d'ouvrir là. À mon avis, avec l'arrivée d'Amazon et compagnie, Ouais, ça y est. Noon, tout Deliveroo et compagnie, la digitalisation ici, elle s'est faite en marche forcée. Tu as bien vu, depuis le Covid, il y a eu Ça a une pris du temps, accélération. quand même, hein. Quand tu y penses, ça a pris du temps pour tout ça. Mais Ça arrive. Avec les commerces à l'époque, tu te souviens, quand Ouais. Noon s'est mis, c'était un pari incroyable. Quand Emar a créé Noon, quand Alabar a créé Noon, ça, c'était un pari de fou. C'était en gros, je pars de nulle part, comment je vais faire. parce que Donc il y a eu de l'injection. à la barre a dit, je veux pas. Pourquoi nous les Arabes, c'est simple, c'est logique. Pourquoi nous les Arabes dans notre marché, on doit laisser un Américain nous montrer comment faire j'avais vu le cette business. interview, là. Il a fait une interview Ils pour ont ça. acheté souk.com. Hein. Ouais, et il avait dit même qu'il voulait pas. Il voulait que le gouvernement, les locaux là, du Golfe, interdisent Amazon. Donc lui, il poussait pour ça. Hein. Non, il nous laisse le temps de se développer, protectionner du marché, nous laisser nous développer. Quand on devient les champions, laisse rentrer la concurrence. Mais on ne peut pas concurrencer un géant comme Amazon. Donc ils ont dû injecter beaucoup d'argent et ils font de la subvention. Ils subsidisent Noon pour que Noon monte. Bon, il monte, hein, Noon, il est là. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Il monte. Mais bon, le marché de Dubaï, c'est pas le marché Amazon. Ouais, bien sûr.
Moi, le problème, c'est que, par exemple, je prends en famille, ma femme a fait plus de commandes sur Amazon que sur Noon. Je crois que c'est tout le monde. Hein. Ouais. Mais t'as le service. Le service Amazon, franchement. Tu sais qu'Amazon, juste pour une petite aparté, je sais que ça. Il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Mais il y a un nouveau service qui s'appelle Amazon Now. Ok. J'ai commandé hier. J'ai commandé, tu sais, pour faire un thé, du chocolat, etc. Ah, mais c'est pas comme, c'est comme nous, J'ai 12 été livré. minutes. Ouais, voilà. C'est nous, 12 minutes. Et l'autre fois, j'ai commandé. En fait, j'ai cramé une poêle. Ouais. Et j'ai commandé une poêle et tout en céramique, tu sais, comme à l'époque, Ah, on ouais. avait acheté. En pierre. J'ai acheté en 2015 avec toi, je crois, en pierre. On s'est rendu compte que tout ce qui était FAL, c'est pas si bon pour la santé, tu vois. Et j'ai acheté ça a été livré en. Je sais pas, je vois. Tu sais, je regarde la télé dans mon salon, je regarde la télé et je vois un truc bouger comme dans le 4-2000, tu vois. Tu sais. Je vois un truc bouger comme ça dans la porte principale. Je fais quoi? J'ouvre la porte. En fait, c'est le livreur, il a le carton. Ouais. J'ai acheté poêle céramique, tout en céramique. Tout le service. J'ai acheté au moins 4-5 trucs pour la cuisine, tout en céramique. Ça a été livré peut-être en 40 minutes. Ah, ouais. Alors que normalement, à l'époque, on était livré en Même en une prime, semaine. ouais. En prime. Enfin, en 3 jours, 2 jours. Non. Bah, J'ai reçu en même pas 45 minutes. Je pense qu'ils essaient de concurrencer le service Noon Là, franchement, 12 c'est minutes. compliqué. Parce que le service Noon 12 minutes pour l'instant, moi quand j'ai des gens qui viennent chez moi, j'ai eu des amis qui sont venus me voir à la maison, je dis bonjour Ahmed, s'ils voient la vidéo. Donc ils sont venus à la maison et on devait faire du thé. Noon, 12 minutes, nana, atay, thé gris, green tea, tous les biscuits. Pareil. 12 minutes après, t'as le mec Noon. Ah, nous aussi, hein. Ouais, Noon, 12 Ok. minutes. Ça, je savais pas. Ça. Donc, moi, le 12 minutes, j'utilise avec Noon. Dès que j'ai un truc qui me manque à la maison et sur le moment, je l'ai besoin, par exemple, l'eau pétillante, j'ai plus d'eau pétillante. Je vois dans le frigo, pas d'eau pétillante. Noon, 12 minutes, il m'amène que 6 bouts. On va 6 faire bacs. ça en France. Hein? On va faire ça en France. Ah, Pour te livrer, le mec, il est syndiqué, il va dire. Ouais. Le syndicat, hein. Ouais, c'est vrai que c'est Tu sais impressionnant, qu'Amazon l'idée. Now, c'est choquant parce que ça vient de sortir. Hein. Et je pense que c'est que Ça m'a ici, choqué. la marche forcée de la digitalisation, tout est digitalisé. Même les livreurs, tu commandes sur Deliveroo, tu commandes sur... Il y a tellement de trucs digitalisés, c'est qu'il faut des services de support, il faut des data centers, il faut des serveurs pour stocker les données, il faut tout ça. Et donc, bon, après, la tech, malheureusement, les gros concurrents de l'emploi, c'est l'Inde. Ouais, bah, clairement. Tu peux pas les niquer. C'est rien, t'inquiète. Voilà, ok. Donc, même dans l'immobilier, dans la construction, les blue, comment ils appellent encore les blue collars. Les blue collars, c'est les Indiens. Ok, pakistanais et compagnie. Après, tu as les superviseurs qui vont être égyptiens et compagnie, jordaniens, ce que tu veux, project manager, qui vont rentrer dans la nationalité. C'est la vérité, il y a une catégorie de nationalité ici. Il y a des castes. Il y a des castes. Mais bon, au niveau de la tech, ils sont là. Ils sont pas prêts de partir. Et ils prennent toutes les positions. C'est-à-dire du blue collar jusqu'à CEO. CEO, voilà. Donc eux, c'est leur domaine. Donc prédilection. Donc pour les concurrencer, il faut se battre. Hein. Faut vraiment montrer que toi, tu fais la différence. Après, il y a le troisième domaine qui est tourisme, hospitalier, hôtellerie. Le nombre d'hôtels qu'on a ici, c'est 20% aussi. C'est équivalent à la tech. Donc food and beverage, on engage des chefs, front office, event manager. Donc, vous avez bien vu que dès qu'ils organisent un truc, une entreprise fait un truc, elle fait un buffet. Ouais, c'est vrai. C'est la culture du buffet. Moi, c'est un truc C'est vrai que le catering à Dubaï, c'est pour tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est des trucs à 1000 dirhams, hein, 1000 dirhams par personne. Hein. Nous, on le voit chez nous, une réunion, ils bookent le hall, et t'as le catering qui arrive, et t'as tous des petits buffets, des petits fours et compagnie, alors que, bon, c'est une réunion, quoi. Hein, t'as pas besoin de tout ça. C'est fou quand même la culture. Une fois, j'en parlais avec Ben. On se posait la question, quand tu vois les événements de Bingati maintenant qui s'y est mis, bon, Ouais. Damac beaucoup, ces fameux lancements en grande pompe. Bon, après, parfois il y a des projets qui s'y prêtent, mais parfois c'est un immeuble classique à JVC, tu fais un événement, tu ramènes quelqu'un, tout de suite tu lui demandes c'est quoi l'événement, il va penser que il y a Ouais. Beyoncé qui arrive dans 5 minutes. Ouais. Alors que parfois tu te dis, si tu retires ça, est-ce que le projet se vend aussi vite? Est-ce que tu as besoin de tout Je pense que oui. cet parce que- artifice? Je l'ai éteint. Attends, je te le... Attends, C'est rien, c'est la magie En fait, du direct. c'est un style vraiment. C'est un style Miami, tu vois. C'est vraiment Miami. C'est pour Là, ils dress to font jeter impress. plein la vue. Voilà. Ouais. Non, Ils mais- font jeter plein la vue et après les gens ils disent bon, en fait, c'est la signature. Je crois que t'es obligé. Ça fait partie du rituel. Ça fait partie Pour la vente. ça fait partie de Dubaï, ça fait partie de C'est l'esprit. c'est un rituel pour vendre business ici. un à mon vrai avis. projet. Tu te rappelles des oignons? Ouais, c'était le truc, c'est C'était une fête. En gigantesque, fait, tu c'était sais à pas si Masjid c'est al-Jumeirah, Limo, tu sais à pas si Damak. c'est un nouvel an, si t'es sur un yacht à Saint-Barth, mais c'est... Et aussi Bingati, on a été à Bingati. Ouais, c'est- Mais c'est c'est leur budget c'était marketing. Les marches qu'ils font, hein. Ouais,
Les mecs, ils ont un budget marketing. Avant, tu te rappelles pas d'Amac qui donnait des lambeaux? Ouais, T'achetais un appartement, je crois que c'était 2 chambres. À partir de non, c'était un petit peu plus, je crois que c'était des villas, Nadir, mais tu pouvais le plus. The highest villa, c'était. 2 millions? Non, c'était plus cher. Tu avais Rolls-Royce et Lamborghini. Et je crois la townhouse la moins chère ou l'appartement, je crois que tu avais une Mini Cooper. Ça commençait à partir de la Mini Cooper aussi, une Mini. Mais ils ont vite arrêté. Hein. Mais ils l'ont fait. Hein. Ouais, ils l'ont fait. Il y avait le gros stand à Dubai Mall, à Mall of the Emirates. Et tu avais je crois qu'ils avaient mis une Lamborghini au milieu là. Le mec, il achète une voiture, le mec, il achète un appartement et il reçoit une Lambo. Ouais, c'était le marketing, il était bon quoi. Hein. Ça a payé. Regarde bien. Aujourd'hui, tous les développeurs, ils ont trouvé le moyen d'attirer. Mais j'ai une question à dire. Après, on pourra rebasculer sur le sujet principal. Est-ce que tu penses que ça crée une forme d'addiction? C'est-à-dire que si par exemple demain Damac décide d'avoir un style beaucoup plus épuré, un petit peu à l'occidental, c'est-à-dire on fait des lancements, on fait du marketing, tu peux faire des affiches, tu peux faire des pubs magnifiques, etc. Mais on arrête les trucs un peu. On arrête un peu le marketing de bourrin. Est-ce qu'ils ne se sont pas enfermés là-dedans? Est-ce que si demain Damac fait un lancement sans tout ce qui va autour, est-ce que les gens vont pas se dire punaise, ils ont plus les caisses elles sont vides ou pas? Pourquoi ils font plus Alors, si on voit aujourd'hui les nouveaux acheteurs, ils sont tous à l'étranger. Ils sont pas présents le jour du lancement, donc ils participent pas à la fête. Donc ils ont un budget marketing, c'est là. Faut le lâcher quoi qu'il arrive. Faut le brûler, parce que de toute façon l'année prochaine on aura moins. C'est ça, il y a une logique aussi qui est là dans le département. Je reçois un budget cette année-ci, si je le brûle pas l'année prochaine, j'aurai ce que j'ai dépensé. Donc, je clame sa mère. Ouais. Je vais rien garder. Et en moyenne, c'est quoi? On en avait parlé il y a longtemps déjà, toi et moi. C'est quoi la moyenne selon toi? Bon, après, ça varie d'un promoteur à l'autre en fonction des matériaux, mais la marge d'un promoteur qui fait un immeuble classique sur un plot à Arjane, JVC, tu vois, pas quelque chose de prime location. On va revenir sur cette discussion-là, mais j'ai fait un peu la recherche sur ça. Donc, et comment ça se découpille, hein, le breakdown? Ok. Le quatrième pôle, c'est la finance à Dubaï. Ok. Finance et corporate. Compliance, lutte contre le blanchiment, comptabilité, human resources, business setup, consultant. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent se mettre en indépendant et qui montent leur compagnie et qui recrutent parce qu'il faut recruter maintenant du staff, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent. Tu sais qu'en fait, j'avais vu dans les chiffres, il y a 1000 personnes qui s'installent à Dubaï tous les jours. Donc il y a 1000 demandes de visa résident tous les jours. C'est énorme. On est passé à du 100 000 en moyenne, average, parce que je dis 1000, c'est un peu beaucoup parce qu'il y a les enfants et compagnie, mais on est exactement à du 100 000 personnes average par année depuis 2021. C'est pour ça qu'on est arrivé à 4 millions. Donc, au début, je me disais, non, on a 3 millions 600 000 et compagnie, il y a des gens qui partent et qui viennent, mais déjà, il y a 4 millions enregistrés que Dubaï. C'est l'Émirat qui drive la population et l'économie. Ouais. Je veux dire, en dehors oil and gas. Hors oil and gas, s'il n'y avait pas d'oil and gas, il n'y a que Dubaï qui gère le PIB des Émirats Arabes Unis. Dubaï a vraiment réussi sa reconversion voilà, d'après oil. Ils ont payé une tranche de dette de dingue. Ils ont payé un quart de leur dette là, sur l'année 2024. Et le principal créancier, c'était la Banque nationale fédérale et les fonds d'Abu Dhabi. Donc, ils leur ont donné 25% de leur dette. Allez, arrêtez de mettre de la pression. Ouais, parce qu'ils leur mettent de la pression de dire voilà, ok, on va merger les assets, on prend Etihad, on prend Emirates, on fait une compagnie. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ce truc-là. Je l'ai vu l'article. Voilà, donc ils demandaient beaucoup de faire des merging, tu vois, avec des assets de Dubaï et compagnie, mais Dubaï va pas vendre ses billes. Ah, les bijoux de la couronne, faut que ça reste. L'aéroport de Dubaï. On va pas faire un seul aéroport commun, une seule compagnie pour gérer 2 aéroports, alors que Dubaï, il a 80 millions de turnover en termes de personnes. Abu Dhabi, bon, c'est pas la même chose. Il y a pas de dans cette comparaison, c'est pas dire lui il est meilleur que l'autre, mais il n'y avait pas de stratégie à Abu Dhabi pour avoir 80 millions de visiteurs. À Dubaï, ils ont la stratégie d'avoir beaucoup de monde. Ils ont fait tellement d'événements qu'aujourd'hui, les événements de Dubaï, comme Big Five, Golf Food et compagnie, c'est des événements qui ramènent des milliers, peut-être des millions de visiteurs à Dubaï pour une semaine. Tous les hôtels sont remplis, les prix, t'as vu comment ils explosent, même l'Ibis, ils passent de 300 dirhams à du 1000 dirhams la nuit. Ouais, c'est pour ça que nous, on avait fait une vidéo, on croit beaucoup au quartier de Expo City, parce que c'est là où il va y avoir le nouveau ça va changer, Expo. Et l'aéroport aussi. Voilà. Et l'aéroport va passer. Et là, en plus, il sera à une seule station. Et les gens ne se rendent pas compte c'est un tourisme bien spécifique. Mais l'investissement là-bas, moi je pense que maintenant là-bas, c'est là où il faut investir. C'est déjà le prix, il n'est pas cher par rapport à tout le reste. Et si ça se passe bien, comme ils veulent le faire, parce qu'ils ont annoncé officiellement que Terminal 1, 2 et 3 va être démantelé,
et qui va bouger là-bas Ouais. avec le nouvel aéroport Ouais, ouais. et qui vise les 250 millions de Trafic. de trafic. 250 millions de visiteurs, 250 millions de visiteurs qui font que du passage. Et leur idée, c'est quoi? C'est de vendre des billets pour rester. Parce qu'à Abu Dhabi, ils le font déjà. Hein. C'est-à-dire que tu viens, tu passes à Abu Dhabi, tu vas aller en Thaïlande. Ouais, tu fais ton escale et ils te payent une nuit d'hôtel. Ouais. Et Etihad te propose de rester une nuit. Ils t'offrent l'hôtel gratuit et compagnie, donc tu restes, tu visites Abu Dhabi, puis tu pars. En fait, à Abu Dhabi, ils veulent pas que tu restes une semaine. Viens, reste un jour, c'est bon, on n'a pas besoin de plus. Dépense un peu. Et... Voilà, dépense un peu et c'est bon. Mais imagine 250 millions de visiteurs, tu leur mets la même offre. C'est bon, hein, t'as tout gagné. Mais bon, est-ce que la ville va supporter l'infrastructure? Est-ce que l'infrastructure de la ville, elle est designée pour ça? Parce qu'on sait qu'elle était designée pour 6 millions. Là, En tout cas, niveau bouchon, ça commence à être tendu un peu quand même. la preuve, si tu as 4 millions de résidents, okay, tu rajoutes les travailleurs de Sharjah et d'Ajman et d'Abu Dhabi, donc peut-être 3 millions d'autres Émiratis de résidents, et tu rajoutes les touristes. Supposons qu'on a 16 millions de touristes l'année, donc 1 million par mois, on est vite 8 millions, alors que ça a été designé en infrastructure pour 6. Donc on a une saturation de 2 millions rien que pour que les routes. Ouais, Que les routes. Donc oui, on comprend maintenant les trafics, les embouteillages, tu le comprends juste avec les chiffres des habitants. Donc le troisième pôle, c'est la santé et l'éducation. Donc infirmières, très forte demande d'infirmières, médecins spécialisés dans des domaines niches. Et c'est pour ça qu'ils donnent des visas. Tu as vu les visas spécialisés. Donc quand tu as un diplôme médecin, chirurgien et compagnie, tu as le Golden Visa direct. Hein. Ouais. Tu vois, professeur, école internationale, scientifique. Il y a aussi le Blue Visa maintenant. Tu sais, il y a le Golden Visa et il y a le Blue Visa. Blue Visa, c'est pour les scientistes. Dès que tu es scientifique dans un domaine, tu as soit démontré un truc qui a permis aux Émirats Arabes Unis de percer au niveau technologique et scientifique, ou si tu as un background scientifique étranger, mais tu veux venir ici et bosser ici et aider l'Émirat à atteindre ses objectifs, ils te donnent le Blue Visa. C'est ça la différence. Tu dois juste démontrer en papier que tu es une tête et ils te donnent le Blue Visa. C'est 10 ans, c'est comme le Golden Visa, c'est le même principe. Donc voilà, ça c'est les 5 domaines de recherche. 15% aussi pour la santé. Donc la finance, c'est 15%, santé, éducation, 15%, 20% pour le service hôtelier et tourisme, 20% pour la tech et AI et digital, et 30% pour l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est le principal. Et après, si on prend le secteur on va dire le genre et l'âge, et celle-là, c'est assez étonnant. Donc dans l'immobilier, on est du 50-50, on va dire, entre hommes et femmes. Bon, il n'y a pas de grosse différence, on ne cherche pas plus que ça. Mais les tranches d'âge, c'est 22-35. Et on recherche plus les gens qui ont faim. Ouais. Craving. Il veut faire de l'argent, il a de l'énergie à donner, parce que le turnover, il est énorme. Peu importe le background, ils ne demandent pas de diplôme, quoi que ce soit. Voilà, on cherche pas... bien sûr, dans les hautes positions, on va chercher du qualitatif. Et ça, je vais faire juste une parenthèse avec les nouvelles réglementations, la MOFA, MOI. C'est-à-dire que maintenant... On sait que les principaux développeurs dans l'immobilier, c'est des développeurs gouvernementaux. Mais toutes les boîtes gouvernementales ou semi-gouvernementales commencent à implémenter un truc comme en Saoudi. C'est-à-dire que tu viens, tu as le profil, tu as fait l'interview, tout est bon, mais après, on va te demander tes diplômes, traduits, ambassade des Émirats, ministère de l'Éducation en France, ministère des Affaires étrangères en France. Tu viens ici, ministère des Affaires étrangères aux Émirats, c'est le MOFA. Tu payes les timbres, tu as tout fait. Et puis on dirait équivalence. Parce qu'on est une boîte gouvernementale ou semi-gouvernementale, on veut l'équivalence. C'est-à-dire que tu dois rentrer ton diplôme au ministère de l'Éducation. Ils vont appointer une compagnie. Ils te disent, voilà, les 2 compagnies, tu les appelles. Eux vont faire leur enquête. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils vont appeler ton université. Ils vont vérifier tes résultats que tu as soumis et le diplôme que tu as obtenu. Si c'est la même chose, tu as l'équivalence. Donc, tu auras le même diplôme en arabe et tu pourras bosser dans n'importe quelle boîte gouvernementale et compagnie. Si tu n'as pas, c'est frauduleux. Donc, il n'y a que le privé qui peut te prendre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches à l'avance maintenant. Donc, quand tu postules à du gouvernemental ou du semi-gouvernemental, il y a l'MOI Verification. Donc, ça commence à rentrer dans le process ici de recrutement. Pour les boîtes privées, non, ils s'en foutent parce que les boîtes privées, ils veulent... C'est quand même, boîte privée, ils te demandent. Pour le MOI, non. Ils demandent le MOFA. Ministry of Foreign Affairs. Ouais, ils demandent la certification, voilà, c'est ça. etc. Ça, ils demandent, mais pas les MOI. Mais après, il y a une société qui est spécialisée dans ça. Yeah. Et je crois que c'est 1000, tu leur donnes 1500 dirhams. Et ils le font pour toi. Ou 2000 dirhams. Ouais. Et ils font tout pour toi. Tout ce que tu dis, là, certificat dans le pays où tu as reçu le diplôme, Ouais. certificat du pays où tu viens, donc la France, et après certificat dans deux instituts ici à Dubaï.
Mais Donc c'est un full process. Hein. ouais, Donc vaut mieux donner 2000 dirhams à une personne. mieux vaut l'avoir à l'avance que de venir ici. Parce que le problème, c'est qu'ici, on veut toujours engager quelqu'un immédiatement. Ouais. Alors, toi, tu es prêt pour rentrer. Et puis, ah ben, mais moi, j'ai pas les MOI. Je savais pas qu'il fallait les MOI. Parce qu'en fait, MOFA, c'est facile. Hein. MOFA, bon, Ils appellent pas ça KYC aussi, KYC. Non, ou KYC, c'est plutôt pour la finance. Ouais. Tout ce qui est finance. Ah, KYC, non, KYC, c'est Know Your Customer. Know Your Customer. Ah, ok. Non, Parce que là, c'est très commun maintenant, Ouais. KYC. Je sais pas si tu es au courant, mais. ouais, pour les banques. Il y a tout. Là, c'est par ça, par en KYC. Partout. Là, on voulait louer un bureau. On a loué un bureau. Là, on nous a envoyé des documents KYC. Il faut remplir. C'est le nouvel truc de l'OCDE. D'accord. Les Émirats, depuis 2024, ils font partie de l'OCDE. 2024, hein. 2024. Et donc maintenant, ils balancent tout. C'est pour ça qu'il y a une pression aussi pour les taxes, etc. Et donc, ouais, ils balancent tout. C'est-à-dire que si tu restes résident en France, tu es toujours résident en France, et tu es résident aux Émirats, tu as les deux, tu as le visa ici, et là-bas, tu as la résidence en France, ton ministère des Finances en France va savoir que tu as un compte ici automatique. Et il va savoir ce que tu as sur ton compte. Et si tu prends de l'argent ici et que tu touches des allocs là-bas. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini, Thibaut. Tu touches rien là-bas, mais tu ne l'as pas déclaré, tu peux avoir des amendes, redressement fiscal. Parce que légalement, tu es obligé de déclarer les comptes à l'étranger. Ouais, maintenant, il y a un truc encore plus technique. Je l'ai vu récemment. Ils appellent ça, on en avait parlé, ils appellent ça ton intérêt économique. Où se trouve ton intérêt économique? Oui. Même si tu es résident officiel à Dubaï, tu n'as plus de lien direct avec la France, mais par exemple, tu es un vendeur de formation et 100% de ta clientèle se trouve en France. Donc ton intérêt économique se trouve en France, donc tu es... Mais il y a aussi le truc aussi avec la famille. Ça veut dire que si tu laisses ta femme et tes enfants, donc la majorité de ta famille reste en Europe, et toi tu es ici, et que tu n'as pas fait de séparation fiscale entre ta femme et toi, étant donné que la majorité de ta famille est en France, tu paieras des impôts sur les gains que tu gagnes ici. La France pourra te prélever des impôts, te réclamer des impôts sur l'argent que tu gagnes ici. C'est-à-dire qu'il faut que tu te coupes financièrement et il faut que tu te domicilies ici et que tu fais une radiation de la population en France. Autrement, ils pourront te réclamer... On est clairement sur du racket, là. Bah oui, bien sûr. Les caisses sont vides. Il faut aller chercher là où... Il faut faire la guerre à l'Ukraine. donc voilà. Donc en revenant à la tranche d'âge, c'est du 22-35. Donc moyenne d'âge fraîche, graduée. Les mecs qui viennent, ils ont faim, ils veulent gagner de l'argent, ils vont pas rester longtemps, le turnover il est high. Et donc ils viennent, ils travaillent, ils prennent ce qu'ils veulent et puis ils se cassent. Puis on a ça c'est la partie immobilière. Construction, oil and gas, des hommes. 90% c'est des hommes. 30-45 ans. Voilà, beaucoup d'ingénieurs. La tech IT, on cherche aussi des hommes, 70% principalement, 25-40 ans. Approche un peu ton micro au cas où, Nadir. Pas trop près, mais là, comme ça. Au cas où. Ok. Donc, avec beaucoup d'expérience. On ne cherche pas des juniors, en IT, on veut des mecs avec expérience. Résoudre les problèmes immédiatement. Pas que le mec qui commence à réfléchir, il est où le câble? C'est vrai, t'as le mec qui est bachelor, il connaît rien. Ouais. Enfin, il connaît rien. Il a la théorie, mais il n'a pas de terrain, quoi. Donc en IT, ils veulent beaucoup des gens d'expérience, 40 ans. Office manager, human resources, femme à 70%. Ouais. Donc ça, c'est la catégorie femme, 25-35 ans. C'est une forte préférence non dite. Donc pour les femmes, dans les rôles admin, tout ce qui est admin, on aime bien les femmes. Donc, voilà. Ça présente bien déjà. C'est le smile quand on veut te virer. Elle est bien, elle est gentille, elle est belle. Et puis elle te vire gentiment, quoi. Elle te dit, tu laisses tu signes maintenant si tu veux qu'on garde ton visa. Ouais, c'est un grand classique, ça. Ouais. Donc, hospitality et luxe équilibré, 50-50, mais la tranche d'âge, 20-30 ans. On recherche le look, la présentation, jeune, privilégié, bien sapé, beau gosse et compagnie. C'est vraiment ça qu'on recherche. Hein. Ça, c'est un des critères, paradoxalement, quand j'avais fait mon petit sondage, c'était ça que les employeurs recherchaient. Donc, on s'en fout. T'as le minimum de jugeote, c'est bon. Tant que tu présentes bien, tu parles bien, t'es beau, t'es attractif, ça va vendre des plats dans les restaurants et dans l'hôtel. Donc c'est ça qu'ils recherchent en fait. Et c'est vrai, de toute façon, tu vas dans un restaurant, à l'entrée, t'as une belle demoiselle et t'as un mec handsome, tu vois, en costume, de pièces, belle barbe, beaux cheveux, tu vas rentrer, quoi. Donc management, direction, hommes principalement, 80%, 40-55 ans. C-level, c'est que des hommes. C'est principalement des hommes. On ne prend pas de femmes. Bon, pourquoi je pense pas que c'est une discrimination, je pense que c'est culturel. Ça reste dominant, c'est les profils masculins, mais c'est pas qu'ici. Hein, de toute façon, j'avais fait la même recherche pour les pays occidentaux. En général, C-level, ça reste que des hommes.
Tu vas aux États-Unis, tu vas dans les pays Western Europe, tout ce qui est CEO, Chief Officer, COO, Chief Marketing Officer, dès qu'il y a un chief, on garde des hommes. Et puis, la grille salariale. Et ça, je pense que c'est la plus importante pour les mecs qui nous écoutent. Pas pour les... C'est vrai que je parle un peu... mon français, il est commencé à devenir un... Non, Ok. Pour les gens qui nous écoutent, on va parler plus français. Alors, il y a des écarts. Hein. Il y a beaucoup d'écarts salariales. Donc, si quelqu'un est junior, en fait, de 0 à 3 ans d'expérience dans la tech, dans le digital, alors j'ai différentes catégories. Hein. Donc, j'ai tech digital, finance, immobilier et construction. Donc, si on parle de tout ce qui est IT, digital, un junior qui a 3 ans d'expérience, il prend entre 12 et 18 000. Total package. Hein. Donc, c'est pas le basique, c'est le total package. Dans la finance, vu la pression salariale de l'Inde pour les comptables, c'est 10-15 000. Ouais, voilà, 10 à 15 000. La tech, moi, c'est un domaine qui est très demandé, c'est pour ça que je pense qu'ils sont un peu plus élevés. Mais c'est toujours 12 à 18 000, hein, donc ça reste toujours à 15 000 la moyenne. On reste toujours dans la même moyenne. L'immobilier, c'est commissionné, donc c'est... Et il y a très peu de compagnies qui donnent des fixes, qui vont jusqu'à 5 000. Mais en fait, sinon, c'est commission. Après, ça, vous le savez, hein, vous pouvez dire les commissions qui se donnent en général sur le marché. Après, c'est un peu sky's the limit, j'ai envie de te dire, mais c'est... De 2 à... Ah, tu veux dire le montant, tout ce qui est secondary market, ça va être du 2%. Ouais. Et après, dans le off-plan, la moyenne, c'est 5. Tu as des promoteurs type IMAR qui donnent 3. Et de nos brokers. À l'agence. À l'agence. Non, moi je parle à l'agent. Après, tu as des agences, franchement, c'est au cas par cas. Il y en a, ils font du 50-50, d'autres, ça va être du 60-40. Ça va être du... Alors, dans la construction, un junior, il prend entre 8 000 et 15 000. Tu vois. Donc, un ingénieur. Hein, ingénieur. T'imagines, le mec, il a fait master, 5 ans d'études, il arrive ici, 8 000 dirhams. 8 000 dirhams, ça fait 2 000 euros. Hein. Le coût de la vie, c'est pas la France. Ici, on est 4 fois plus cher. C'est bien parce qu'on va pouvoir vraiment, une fois que tu termineras, on pourra ramener ça justement à l'immobilier. Ouais, bien sûr. Alors, mid-level, classe moyenne, donc le mec, il a fait au minimum 8 ans d'études, 8 ans de travail d'expérience, donc il a les études, 5 ans, plus les 8 ans d'expérience. Tech digital, il prend entre 20 et 35 000. Donc, ça fait 5 000 net minimum, 35 000, 7 000 net. Mais encore une fois, le marché coûte 4 fois plus cher que l'Europe. Donc, si... S'il est en famille, notamment. Ouais, s'il est en famille, ça le fera pas. Parce que de toute façon, en Europe, même quand tu prends 3 000, la vie coûte 4 fois moins cher. Mais ici, il coûte 4 fois plus cher. Donc, c'est l'équivalence, en fait. Tu viens pour travailler de la même manière, mais tu n'as pas la pension. Tu gagnes ce que tu gagnes en France, tu vas le dépenser, mais tu n'as pas la pension et tu n'as pas intérêt à avoir des enfants. Là, tu parles toi et madame maximum. À 20 000, toi et madame, mais pas d'économie. 35 000, toi et madame, vous faites des économies, mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école. On parle. Et puis Dubaï, on est sur des loyers, sur du one bedroom, on est sur du 100 000, 120 000, et sur du 2 bedroom, on commence à monter à Sky de Rocket, 150, 160. Sur du 3 bedroom, on est à plus de 200 000. C'est vrai que ça a bien changé quand tu regardes. Hein. À l'époque, c'était, tu gagnais, on va dire, 2 000 euros en France. À Dubaï, tu gagnes 5 000. Ouais, voilà. 4 500 euros à l'époque. Mais le niveau de vie... Et à l'époque, tu dépensais pour vivre. À l'époque, c'était quoi? Tu dépensais 7 500 dirhams pour vivre. Ça représente 1 500 euros. Je me rappelle, moi, ce qu'on on calculait, on savait ce qu'on dépensait à l'époque. Je te parle de ça en 2010, 11, 12, 13, 14. Tu vois, tu dépensais 7 500, 8 000 avec la voiture, etc., 9 000. Maintenant, c'est minimum. Juste pour la bouffe, 12 000 dirhams. Et après, la voiture, ça dépend. Si tu prends une grosse cylindrée avec... C'est un sujet du moment. C'est vrai, moi, je suis passé à 15 000. Je suis passé de 7 500 à 15 000 en mode solo, hein, après le Covid. C'est-à-dire, d'avant le Covid, je dépense entre 7 500, 8 000, 9 000. Ça dépendait de si je faisais des grosses dépenses ou pas, des sorties, parce que quasiment je mange dehors, je fais tout dehors. Mais quand j'étais toujours en mode solo, après le Covid, je suis passé à 15 000 d'un coup, parce que tout a commencé à augmenter, les loyers ont augmenté, tout augmente. Tout augmentait. Si tu veux suivre le même niveau, faire ton privilège, aller au cinéma... on parle pas non plus d'activité de dingue non plus. Non. On va pas faire du saut en parachute toutes les semaines. Non, même pas, j'allais pas au désert. Moi, j'ai jamais fait le désert, pour te dire. T'imagines les gens qui aiment bien fréquenter les boîtes de nuit, qui aiment bien fréquenter c'est fini. Les vraies salles. Parce qu'en fait, les salles de sport aussi, c'est un nouveau... C'est une nouvelle tendance, c'est un nouveau trend. C'est un nouveau truc. T'as des salles de sport à... J'avais dit combien hier? 3 000 dirhams. 3 000 dirhams par mois. C'est pour ça que privilégie. La vérité. Et là, travaille le Seven. Tu connais Seven? Ouais, toi, je vais le Seven. Tu peux prendre un café où la salle de sport s'appelle Seven. En fait, c'est même pas un café que tu vas prendre, c'est des denous. Belle punchline. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas de la pub à privilégier.
Mais celui qui est fan de sport et qui veut faire du sport, ça reste le meilleur. Privili, c'est le meilleur Privili, engagement. c'est incroyable. Et 80 salles. T'as 80 salles à Dubaï aujourd'hui. 80 salles, t'as full access. Les cours, les spas, les sessions groupées. C'est énorme. Même pour ça, si une personne veut prendre un abonnement, tu peux. Yes. Ouais, je l'ai fait moi. Moi j'ai Donc, si la personne. 350 dirhams. Dis-le, Yes. fais ton message. Yes. S'il y a une personne qui veut s'enregistrer, moi tu. Qui passe par Nadir. Ouais, Ça lui fera un ouais. mois gratuit. Ouais. Les deux à un mois gratuit. S'il prend l'abonnement, ben, il aura un mois gratuit, j'aurai un mois gratuit. Voilà. Et s'il veut faire un test, il m'appelle, bon, je lui fais le test, il paie 350 dirhams, il aura une semaine d'accès à tous les hôtels. Moi, je vais faire le salles test. de sport. Hein, Je l'ai plus la Privili. bah, si tu veux, je peux te la faire pour une Là, j'ai semaine. ClassPass. Ah, ClassPass, mais Là, j'ai il y a ClassPass. moins Je d'opportunités. paye 350 par mois, Ouais. j'ai 4. Je fais du stretching, du yoga. C'est parce que la gym, la muscu tout le temps, c'est. Mais c'est rappelle-toi fatigant. le Palace, rappelle-toi le Palace et l'Atlantis. Le hammam, le spa, Palace et Ah, Atlantis. c'est incroyable. Bah, c'est là-bas qu'on a rencontré notre premier client, Ouais. hein, immobilier. Tu te rappelles Ouais, je me souviens. Ouais. Bien. Et après, on a fait rentrer monsieur on a enquillé le monsieur. C'est vrai que le Palace, Hein c'est c'est ça le premier deal. Hein, Il était à Atlantis. C'est à Atlantis, hein. C'est un C'est Algérien, ça je qui a crois. été un catalyste pour l'autre de Suède, de ce doigt. Alors, je vais continuer. Que des private. Donc, toujours 8 ans d'expérience, entre 4 et 8 ans d'expérience dans la finance, ça va jusqu'à 28 000. En fait, c'est toujours le même, on va dire, les mêmes ratios de descente de prix de salaire. Les commissions pour les seniors. Attends, excuse-moi Nadir, je me permets de te couper. Quand tu dis finance, 28, là, t'englobes même des gars d'IFC et autres. Oui, mais pas C-level. Hein. Ouais. On oublie, Ouais, ouais. on a les C-level. Les C-level, on va arriver aux C-level. Alors, immobilier, on est sur des commissions, où les commissions, bien sûr, elles peuvent monter très très haut dans les C-level. C'est-à-dire que lui, quand tu es directeur commercial d'une boîte de real estate ou d'un broker, tu as ton salaire qui peut être un fixe de 30 000, plus les commissions que tu prends en plus de tes Ouais, agents. bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois. Donc quelqu'un qui a une bonne expérience et qui a un portefeuille de clients et qui vend, bah, lui, directeur commercial, autant ouvrir son agence, hein, je veux dire. Hein, mais bon, si tu veux pas ouvrir ton agence, pas prendre de risques, directeur commercial, tu prends 30 000 tes commissions sur tes agents, c'est le top. T'as un ami qui est comme ça, non? Je sais plus comment il s'appelle. Tu fais quoi déjà? Qui était directeur commercial, Chez Farm Property. qui était d'un broker. Comment il s'appelle encore? Mathis. Ouais, Ah. ouais. Maintenant, il s'est lancé en solopreneur. Ah oui, Il fait du stand-up. Intermittent. Il est- mais, Part-time. mais ouais, il l'a fait pendant un moment. Mais il était après, bien, parce que moi je me souviens. il était très très bien. Mais après, tu dépends un peu de ton équipe. Donc, si même toi, t'es une flèche, mais au niveau du recrutement, ça a été ric-rac. Ah ouais. Parce qu'après, t'es tellement busy à manager, tu fais peu de deals toi-même. Ouais. Donc, tu prends sur les deals de ton équipe. Mais si ton équipe commence Elle est à. flinguée, c'est mort. Ouais, et comme tu disais tout à Même l'heure, si elle beaucoup de est bien. turnover. Même Beaucoup de si elle est bien, turnover. c'est mort. Hein? Même si ton équipe allait bien, c'est mort. Rappelle-toi quand on avait le bureau, on avait plein de monde qui Oui, venait, oui, etc. oui. En fait, tu passes ton Il temps à faut former, gérer. Non, mais ouais, former. Tu passes ton Il temps faut à pas qu'il former. parte. Il faut pas qu'il parte. Turnover, et à après fond. ils partent. Il faut pas qu'il parte. Et tu peux pas les retenir. Donc à non, la fin, parce que c'est la commission. T'as rien. Sauf si t'as le fixe, comme Driven. Driven qui donne un fixe. Pourquoi Driven donne un fixe? Parce qu'au meilleur, non pas à tout le monde, Ouais, ça fait de la rétention. elle fait de la rétention. Parce que dit le mec, il a 5 000 de sécurité, mais il va rester. Pourquoi? Parce que le mois, il vend pas. Ouais, il a un petit matelas, il peut au moins louer sa voiture. Voilà, il paye sa voiture, sa chambre. Parce qu'il doit bien que tous ces commerciaux vivent dans des enfin, pas de partition, mais ils vivent dans du sharing. Ouais, bien sûr. Voilà. On va revenir sur Ouais, ça. ça, c'est un énorme sujet, ça. Juste en aparté, le gars de chez Driven, qui était chez Driven depuis il y a au moins 10 ans, Toute sa vie. qu'est-ce qu'il devient là? Il travaille pour une autre boîte, il a quitté Driven parce D'accord. qu'en fait, il s'entendait pas avec le CEO. Bon, le Saoudien, il a une vision vent. C'est-à-dire, c'est bien ou c'est pas bien, si le bien immobilier, il a mal été construit, mal fini et compagnie, on s'en fout. T'as un client, il est intéressé, tu vends. T'as pas à lui dire... Ça, c'est Dubaï en même temps. C'est l'ADN un peu de Voilà. l'IMO ici, quoi. Voilà. Donc, et lui, il n'était pas sur ce principe-là. Lui, le principe, c'est qu'il y a des propriétés qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Ah, c'est le gars qui Michel, avait vécu. Michel, Ouais, Voilà. je me souviens. Donc, lui, Ouais. il était dans l'honnêteté de la vente. Ouais, c'était vraiment quelqu'un de droit. Voilà, Tu vois, il- il y en a plein qui le prenaient pour un local par rapport à son nom. Ouais, à la chemise, ouais. Donc lui, il était... Et moi, j'ai toujours connu ça. Quelqu'un de il est droit, carré. je me souviens. Il est carré, il veut pas aller le dire à quelqu'un que c'est une super propriété, alors que le mur est en carton. Tu vois, il dit, Ah, je me écoute, souviens, c'était un tu vas mec investir carré. 2 millions là-dedans, mais... Là, il bosse bien et tout. Je sais qu'il travaille, avait etc. bougé de boîte, et dans la boîte où il était, il était flex. C'est-à-dire que c'est lui qui dirigeait ses ventes, son speech, Il y a rien de ses mieux. narratifs. Hein. Il y a rien de Voilà, son patron, rentrait pas dans, on va dire, il rentre pas dans son slip. Ouais. Fais tes ventes, fais ce que tu veux, tant que tu... Et de toute façon, c'est la commission, donc... Ouais, bien sûr, il y a pas. Il n'y a pas de coup de pression. Si tu vends pas, je gagne rien, tu gagnes rien, et puis voilà.
Donc après c'est le visa. C'est vrai qu'il y a des employeurs qui disent ouais, moi je lui fais le visa, je vais pas payer 2 fois le visa quoi. S'il veut rester à la commission sans rien vendre, il paye son visa dans les 2 ans qui suivent après. Ouais. C'est vrai que le visa, c'est 6 000 dirhams. Hein, Bien sûr. 6 000 dirhams sans compter les amendes qu'ils te mettent. Parce qu'ils te mettent les amendes de knowledge fees. Ouais. On a fait les frais. On s'est compris. Hein. Alors là, il y a la seniorité. Là, on passe sur les postes seniors et je pense que pour les expats comme nous, qui viennent d'Europe de l'Ouest, d'origine maghrébine, s'ils veulent bosser ici et qu'ils veulent vivre avec leur famille, avec 2 enfants, 3, même 4, c'est ça qu'ils doivent gagner. Ils ne peuvent pas gagner en dessous de ça. Combien ? Alors, si on est dans la tech et le digital, on doit prendre minimum 40 à 60. C'est les salaires. Ah, c'est ça. Les salaires qui sont payés, c'est entre 40 et 60 000. Donc, il prend 40 000, il pourra démarrer ici. Bon, à Dubaï, ça va être chaud de louer un appartement 2 chambres, 3 chambres. Mais il pourra vivre à Sharjah s'il veut, parce que de toute façon, dans le digital, t'es remote en général. On n'a pas besoin de toi sur site. Certains quartiers de Dubaï, tu peux encore, Nadir. C'est que Oui, oui. bizarrement, Mais alors, en Dubaïland. Ouais, Dubaïland, Silicon, JVC. Voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, Voilà. je vais revenir sur ça, sur la distinction des zones où les loyers sont intéressants. Ah, ok. Donc j'ai fait une distinction. Mais bon, voilà, le mec qui arrive, moi je lui conseillerais, t'arrives ici, t'es en famille et compagnie, soit tu loues à Mamzar, parce qu'il y a des beaux projets à Mamzar. Limitrophe. T'es limitrophe, t'es en remote, tu dois bosser peut-être 2 jours au bureau, 3 jours tu fais à la maison, c'est du digital, t'es connecté online, on te demande pas d'être présent, il n'y a pas de présentiel. Moi je connais des gens qui font du digital ici et qui bossent de chez eux à Marina. Donc tu vois, le mec il paye un loyer de fou, mais il n'y avait aucun intérêt. Il pourrait prendre une villa à Ajman. Ouais, Pour le clairement. prix, tu vois, un château. Donc voilà, donc ça c'est les salaires. Et donc quand tu prends 60 000, bon, t'es bien. Parce que 60 000, tu couvres l'école, ta femme elle a une voiture, t'as une voiture, tu peux même faire des économies. Donc pour ta pension, tu peux mettre tes 10 000, 15 000 dirhams de côté. Donc c'est l'idéal. C'est-à-dire que 40 000, tu fais attention, tu vis bien, tu manges au restaurant 1 fois par semaine, tu fais tes commandes. C'est-à-dire, madame veut pas cuisiner, online, Deliveroo, tu manges à la maison, les enfants font des sorties, ils vont au cinéma, il n'y a pas de souci, tu couvres tout ça. Hein. Mais si tu veux vraiment faire des économies et aller en vacances, il faut être au-dessus de 40. Parce que les vacances, c'est 40 000 déjà. Tu pars un mois avec tes gosses, tu vas flamber 40 000. Où tu vas en Turquie, ou tu vas... je pars pas des Maldives. Hein. Ouais, ça c'est. Maldives, tu doubles le budget. Donc voilà. Donc après, tu as la finance, c'est aussi pareil. Hein. Donc on est dans les 55 000 pour les seniors. Donc dès que t'es... Seniorité ici, tu as bien vu, hein, 4 à 8 ans, c'est pas senior. Hein. C'est Ouais, bien au-dessus du temps. C'est-à-dire que quand tu es dans les 10 ans d'expérience, plus tes 5 ans de diplôme, on rentre dans la seniorité. Senior manager. Et puis, on a dans l'immobilier, les gros directeurs de grosses boîtes de brokers, ils vont prendre des salaires de 50 000 plus les commissions. Et dans la construction, c'est pareil, hein, c'est aussi dans les 50 000. En fait, les prix sont plus ou moins average. Hein. Sauf dans la construction, le plus bas, c'est 35. Facility manager, un exemple, un senior manager dans les FEM, il va prendre 35. Et un senior directeur, il va peut-être prendre 50 000 en bas de gamme, tu vois, en rentrée de gamme, en senior directeur dans les FEM, il prendra 50 000. Voilà. Donc après leadership, là on parle de top gamme, les gros salaires sur Dubaï. Dans la tech, on est sur du 100 000 dirhams. On est entre 70 000 et 100 000 dirhams. Donc quand c'est mal négocié, tu prends 70 000. Quand c'est bien négocié, tu prends tes 100 000 plus. Plus, ça veut dire un exemple de poste en particulier. Ouais, tu peux. Un exemple de poste. Dans l'IT, un VP IT, c'est ce qu'il prendra. Un exemple, chez nous, un VP IT prendra 120 000 plus école pour ses gosses, 3 enfants maximum, assurance santé et compagnie. Donc 120 000. Beau package, ouais. C'est beau package. Tu pars pas. Tu fais pas de vagues, tu frôles les murs. T'es taline à tout le monde. Quand on demande ton avis, il n'existe pas. Ouais, t'es vite la politique. Ouais. Voilà, t'es la Suisse. Dans la finance, c'est aussi la même chose. Hein, t'es toujours aussi, c'est maximum 90 000. Cas, ça commence à 60 000 dans les gros postes, CEO et compagnie, chief, senior director et compagnie. Immobilier, c'est des grosses commissions. Là. Même le salaire, ça ne discute même plus. Ouais, parce qu'en fait, tu vas prendre tellement... Voilà, supposons que tu bosses pour Emar et que tu as un gros directeur commercial, sales, les bonus que tu prends et les commissions que tu vas prendre sur les projets immobiliers, et le mec, ils sont de construire un podium avec 5 tours, tu sais, en face Fontaineview. Quand ils l'ont construit, il y a combien de tours là, Fontaineview? Il y a 4 tours? Plus même, je crois. Fontaineview 3. Non, tu parles de quoi? Fontainevue, là où il y a adresse. Mondou. Ouais, voilà. Et il y a plus ou moins... Il y a 4. Il y a plus de 1000 unités. Ouais, facile. c'est grotesque. Il y a plus de 1000 unités. Toi, tu es le directeur commercial
des 1000 unités là-bas, tu deals avec les brokers, tu deals avec les commerciaux de Emar. Je te dis pas que quand tu as vendu tes 1000 unités, avec ta stratégie de rétention, ça j'en ai parlé, et que tu fais l'effet FOMO, et que tu commences à monter les prix, parce que ça commence à 2000 dirhams le square meter, quand on a lancé le premier immeuble, qui n'en avait pas vue, il n'y avait pas de vue sur la fontaine, et après on a commencé à lâcher des étages petit à petit, et que ça monte à 2200, 2400, 2800, et puis ça arrive à 6000 dirhams le mètre carré, le square feet, sorry. T'as comme... Ouais, on parle de vraiment... Oublie le salaire. C'est à l'année. À la fin de l'année, tu te retrouves avec une histoire de 4 millions à 6 millions de dirhams. Tu t'en fous. Des énormes bonus. Ouais, le bonus, il est bon. Donc, et dans la construction, voilà, on est aussi dans les mêmes averages, 60, 95 000, plus avantages. Tu vois, bonus. Les bonus, généralement, c'est 1 mois à 3 mois, ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui ont des standards internationaux où ils donnent des bonus, et il y a des boîtes qui donnent des incentives. Donc, les incentives, c'est plutôt quand c'est commercial. Quand on parle de service, c'est plus des bonus, on multiplie le nombre de mois. Ça s'arrête à ça. Et puis après, il y a le plus. Le plus, c'est-à-dire on va mettre bien nos employés, on veut les garder, donc on va leur payer l'école, on va payer le billet d'avion, parce que le billet d'avion n'est pas obligatoire, on peut le mettre dans le package. On peut dire, voilà, tu gagnes 85 000, tickets d'avion, ils sont dedans. Ouais, tu te débrouilles. Ouais. Tu te débrouilles, voilà. Donc, sinon, on peut dire, voilà, les billets d'avion pour le retour annuel, ils sont séparés. On va commencer à séparer tout et on va donner 85 000 plus le reste. Donc, c'est là où on te met bien. Donc, ça dépend de ta négociation. Donc, donc c'est plus ou moins un peu à 80% près, on va dire, la moyenne. C'est les salaires qui tombent en fonction des années d'expérience dans les différents domaines d'expérience. Et puis, pour y arriver à ça, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut... Non, tu peux dérouler. Je crois que le billet d'avion, c'est juste pour quand tu Retour. dois te libérer. Hein Non, quand vacances. tu dois te libérer de la personne. Il y a ça. Ça, c'est l'obligatoire, légal. Mais après, il y a le billet d'avion annuel pour les vacances. Et il y a des boîtes qui le donnent séparément. La plupart des boîtes, maintenant, le font. Alors, il y a la méthode en 5 points. C'est le plan d'action en 5 points pour essayer de trouver un emploi ici aux Émirats. Donc, comme j'avais dit ici, le marché il est saturé, c'est fini. 70%, j'avais contacté des headhunters et ils me disaient 70% des offres ne sont pas publiées. Ça veut dire ce que tu retrouves sur LinkedIn, qui est le principal média de recherche d'emploi, et après c'est copié et dupliqué sur Golf Talent et tous les autres sites internet. En fait, c'est 30% de la visibilité des offres d'emploi. 70%, mais après il y a des emplois où on cherche des mecs qui vont gagner 800 dirhams. Hein. On va pas mettre une offre, on fait pas d'offre. Je veux dire, online, pour un mec à 800 dirhams, on ne donne pas son CV. Là, on va directement avec des recruteurs en Inde, et il y a des bureaux qui s'ouvrent le matin, les gens qui font la file, et ils viennent avec leur CV directement là-bas, et les recruteurs, ils voient, il a fait de la construction, il est mécanique, technicien, et on les engage à la masse. Tu vois, c'est différent. Donc, c'est la méthode, en fait, la première méthode que les gens faisaient à l'époque, le spray and pray, c'est-à-dire, j'envoie mon CV, et j'attends que ça retombe. Tu vois, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et je me souviens que j'avais des amis qui étaient ici et qui disaient « Ouais, mais moi, je ne veux pas postuler et remplir les formulaires. » Ce qui est faux. Si tu ne remplis pas les formulaires, il n'y a personne qui va lire ton truc, déjà, de 1. Mais si tu envoies que ton CV, tu sais, le Easy Apply. Easy Apply, c'est 2000 personnes. C'est-à-dire que le matin, tu as vu l'offre, il n'y avait personne encore. Hein. Tu as Apply, l'après-midi, tu as 2000 personnes qui ont Apply pour le même poste. Comment le HR il lit pas, il a un robot. Déjà, c'est un robot qui va screener et ils vont regarder, ils vont filtrer les mots-clés et maintenant ils mettent les limites. Donc le headhunter m'avait dit qu'avant c'était 60% de mots-clés, maintenant ils montent à 80% de mots-clés parce qu'ils ne peuvent plus perdre leur temps avec 2000 CV. Donc ils essaient de trouver vraiment le CV qui match. Donc déjà, si tu écris un CV, faut que tu passes du temps, c'est un métier maintenant. Maintenant tu prends le job description, tu prends ton CV à toi. Et AI, gars. Tu prends ton CV à toi, tu dis à AI, tu sais quoi, je veux ce job description qui apparaît dans mon CV, dans mon expérience. Comme ça, tu as tous les mots-clés. T'as tous les mots-clés. Et lui, il va le faire. Il va l'introduire. Mais bon, il faut que tu aies aussi l'expérience qui match. Postule pas à un poste d'ingénieur alors que tu es cuisinier. Parce que tu pourras pas trouver les mots-clés. Tu vois, ça marchera pas. Tu vois. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi. Je me rappelle à l'époque, quand je cherchais un travail, c'était largement plus simple, tu vois. Tu fais Easy Apply, boum, 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 et t'envoyais à... Et on t'appelait. Et on t'appelait, hein. Franchement, il y avait des opportunités.
Maintenant, c'est plus tout ce qui est AI, etc. C'est, en plus, les recruteurs, ils se prennent plus la tête. Ils cherchent par exemple une personne qui a 2 ans d'expérience en ça, 3 ans d'expérience en ça, qui parle cette langue. Voilà. À la fin, la personne, elle parle pas cette langue-là, c'est mort. C'est mort. Donc, et les algorithmes, en tant que recruteur, tu reçois, on va dire, si tu reçois 200 CV, et l'algorithme, il t'a sélectionné un certain nombre en tant que recruteur, tu vois. Ouais. Donc à la fin, tu as peut-être, on va dire, 6 personnes sur les 100. Bon, 6 personnes, tu vérifies. Si tu vois que le gars, il a fait comme une certaine personne, que je ne vais pas citer de nom, mais quand je vais te le dire, tu vas savoir qui c'est. 1 an ici, 1 an là, 1 an là, 1 an là. Tu sais qui c'est déjà. Un mec qui pas toi, un autre. C'est vrai que lui, j'ai pareil. un autre gars, Ok. à l'époque. Et en fait, tout est AI. Tu prends même plus la tête. Mais déjà, avant, il n'y avait pas AI, il y avait les algorithmes. Donc le mec, Déjà, il y avait les algorithmes, déjà. Et là, tu viens, tu passes un entretien, et si à la fin, tu réponds pas aux questions rapidement, après le test de personnalité, etc. Non, Ah oui, les nouveaux filtres. Tu Parce qu'avant, il y avait très peu de tests de personnalité parce que les boîtes devaient payer. Elles payaient des agences étrangères, des grosses compagnies, des cabinets de recrutement qui faisaient des tests psychologiques, tests de personnalité et compagnie pour que tu filtres, tu vois. Donc là, alhamdoulilah, je veux dire la vérité, toutes les boîtes ne le font pas, mais si tu arrives à ce niveau-là, bah, t'es un psychopathe déjà. Il faut Ouais. Moi, je suis un psychopathe névrosé. Ouais, c'est clair. Je passe pas le filtre. Donc, tu prends et en fait, l'erreur, comme je t'ai expliqué, donc c'est fini. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avoir un plan d'action et de cibler les compagnies qui correspondent à ton profil. C'est-à-dire que tu vas sur LinkedIn, principalement c'est LinkedIn, de toute façon, faut arrêter de se voiler la face. LinkedIn a pris le monopole, donc c'est Microsoft. Ouais. Et donc tu vas sur LinkedIn, si tu décides de chercher vraiment de l'emploi, de venir ici au Moyen-Orient, tu te dis, ok, à partir de ce jour, oublie les offres passées, hein. Ça sert à rien, il y a déjà 2000 personnes qui ont postulé, tu perds ton temps. Donc à partir du jour 1, le matin, tu te lèves comme un travailleur, c'est ton boulot. 6h du matin, tu te lèves, tu regardes les offres et tu regardes les entreprises. Et tu listes les 20 entreprises qui correspondent à ton profil, au poste que tu recherches, au poste où tu matches à 100%. Quand tu les as ciblés, à ce moment-là, tu réécris ton CV pour chaque entreprise. Tu postules. Quand tu as bien postulé, tu l'envoies, tu as rempli le formulaire et compagnie, tu vas sur LinkedIn. C'est méthode numéro 2. Méthode numéro 2, tu as les plugins. Sur LinkedIn, c'est dommage, j'aurais pu le montrer sur la caméra, il y a plein de plugins. Tu payes, hein, c'est des abonnements, c'est $20 par mois. Et il y a des scanners qui vont chercher les informations sur les recruteurs. C'est-à-dire si le recruteur, parce que souvent sur LinkedIn, des fois, moi en mode pro, parce que j'ai l'abonnement pro, je paye 245 dirhams, je crois, par mois, tu as le nom de la personne qui a mis le post. Donc tu as le nom. Des fois, c'est le HR. Normalement, c'est des mecs du recrutement. Et des fois, c'est le line manager. Quand c'est le line manager, à ce moment-là, bah, tu n'as pas besoin de te casser la tête à chercher c'est qui le line manager de ce département-là. Donc tu as déjà une information rapide et donc tu demandes au plugin et tu espères que le plugin il va trouver ses contacts, son email personnel, son email professionnel, son numéro de téléphone mobile pour le contacter en direct. Ou, s'il n'y a pas, bah, il faut l'abonnement LinkedIn pour pouvoir lui envoyer un email pro directement sur LinkedIn. Tu prends en contact le gars, tu essaies de l'avoir comme en connexion et tu lui envoies aussi un email professionnel. Et là, quand tu écris l'email, principalement, il faut lui montrer que toi, tu es la personne qui va faire le taf, qui peut compter sur toi et que tu aimerais prendre un café pour en discuter. Ça veut dire que ton introduction doit lui dire directement que tu sais qu'il est en train de monter un département, qu'il cherche quelqu'un qui correspond à ça et que toi, tu as l'expérience pour qu'il va délivrer le boulot et qu'il n'a pas besoin de se casser la tête. Tu lui retires une épine du pied. Voilà, tu es accountable. S'il y a un problème, c'est moi. Et tu peux me sauter. Donc, y a pas, tu pourras me... Non. Non, t'inquiète pas, je t'ai compris. Tu pourras me dégager, Ouais. si ça va pas. Je vais faire un MeToo. Ouais. Donc voilà, donc, ça c'est important. Ça, c'est de contacter la personne, le line manager, le N+1, ton N+1, parce que c'est lui qui va faire sa vie avec toi. C'est lui qui va te rencontrer, c'est lui qui va discuter avec toi, c'est lui avec qui tu fais des reportings, c'est lui qui voit les progress reports des projets et compagnie. Donc il faut que ça s'entende, il faut que ça matche. Mais lui, le line manager qui ne te connaît pas, quelle que soit sa culture, la seule chose qu'il veut, pas de headache. Je veux pas de problème, je veux pas qu'on me casse la tête, je veux pas de politique, je veux pas qu'on dise ça marche pas, le projet n'a pas été fait. Hein. Je veux que ça tourne. Et je veux que le mec que je vais prendre, il fasse le boulot et que ça tourne. Donc si toi déjà tu lui promets ça d'entrée de gamme, bon c'est un soulagement déjà. Hein. Il n'a pas besoin de te poser la question. Parce que toi déjà d'entrée de jeu, tu lui dis écoute. Tu lui donnes ce qu'il a envie d'entendre. Voilà.
Et c'est ça qu'ils veulent déjà. Donc, après, bon, ici, il y a le branding. Ça se donne toujours dans l'étape 2. Non, c'est étape 3. Étape 3, c'est le branding. Ton CV ici, c'est pas le CV qu'on a en la France où il n'y a pas de photo. Ici, le CV il doit avoir une photo, belle photo. Costume, cravate, sur le côté, croisement des mains, un sourire, bien smiley. S'il y a moyen de designer, pas trop. Ça sert à rien de mettre trop de folklore, carnaval, mais de structurer et de designer son CV. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand les robots ont fait le nettoyage, ton CV est retenu, il y a un humain qui doit le lire. Il faut qu'il se retrouve. Si c'est la foire fouille, il y a trop de données, c'est pas bon. Trop peu de données, c'est pas bon. Mais il doit avoir assez de données qui définissent que toi, t'es le gars. Qui lui disent que toi, t'es le gars. Un exemple, si on a besoin d'un managing director. Je parle de grosses positions. Le managing director, c'est lui qui est accountable pour le forecast du chiffre d'affaires de la compagnie. C'est lui qui est responsable des opérations. C'est lui qui est responsable. Donc, lui, ce qu'il veut lire dans son CV, c'est que tu as l'expérience d'avoir fait ce qu'il attend de ce poste-là. Il ne veut pas lire dans son CV-là que tu as fait de l'exécutif. C'est-à-dire que si toi, tu étais un directeur et que tu dirigeais des projets, tu faisais l'exécution, tu supervisais l'exécution, bah, on va dire en français, le content, non, la description de ce que tu faisais en tant que directeur, c'est pas la même description en tant que managing director. Et donc, il faut que tu adaptes la description pour que le mec, quand il le lit, il lise managing director comme descriptif et pas directeur exécutif. Parce qu'il sait, ok, tu peux dire, ouais, j'ai exécuté, mais je cherche pas ça, moi. Moi, je cherche un mec au-dessus. Un mec qui est accountable si demain ça plante. Un mec qui s'occupe des budgets, qui fait les PNL, qui forecast, qui a une vision, qui a une stratégie. Donc, c'est le mec qui va s'occuper de tout ça. Bien sûr, l'exécution en dessous de lui. Mais il y a un mec qui va lui reporter, c'est un directeur qui est exécutif, un commercial, un mec des opérations. Donc, lui, le managing director, il me reporte à moi, le CEO, mais je veux que ce gars-là, il est responsable pour le budget des 5 premières années, des pertes, des profits, du business plan, de tout. Ouais. Marketing. Donc, tu dois changer le contenu et écrire ça. Donc, le branding, c'est une chose. La structure, c'est une chose. Le contenu, par rapport au poste. Et il faut que ça se lise rapidement. Donc, soit tu as une structure qui est similaire tout le temps pour chaque poste. Ça trempe quand même. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Non, on est trop loin du métro. Vas-y, je t'en prie, Nadir. Ça tremble, hein. Ouais, peut-être c'est moi qui bouge avec mon poids. Non, je pense pas. Je pense que c'est... Il y a peut-être des travaux. Ouais, voilà. Ils sont en train de diguer le sol. Ils font des trous dans le sol et puis ça prend À ici. moins qu'il y a des tremblements. J'étais à Bali, il y avait un tremblement de terre à un moment. Je l'avais senti, j'ai vu les casques de moto bouger. C'est vrai que ça tremble. Hein. Ah. On va avoir un premier podcast en mode earthquake. Il y a pas eu de séisme. Et après, Bah, j'ai vu tout le monde bouger. Et après, les gens, ils ont commencé à courir. J'étais en train de marcher comme ça à Bali, hein, à Canggu. Et les casques, ils bougeaient comme ça. Et j'ai un tremblement de terre et tout. Et après, j'ai regardé à Richter, je sais plus combien. Tu t'en foutais, toi? Tu étais en détente? Ouais, j'étais dans la rue. Après, ça aurait pu se fondre en deux. Mais ouais, il s'est passé des choses, hein, ce jour-là. Et oui, Nadir, tu disais... donc là, on est toujours à l'étape 3. Ouais, le branding. Tu disais que donc faut que ce soit esthétiquement agréable à lire. Voilà. Pas trop lourd. Pas trop chargé. Pas trop léger non plus. Il peut avoir 5 pages, hein, c'est pas un problème d'avoir des... Parce qu'à l'époque, tu me disais, ouais, il faut 2 pages, nanani. Ouais. Non. La vérité, moi j'ai des CV de 5 pages. Franchement, moi je dis, en tant qu'ancien recruteur, 2 pages c'est bien. 2 pages. Oui, 2 pages c'est bien, mais si... Allez, toi, c'est vrai que j'ai 51 ans. Ouais, à l'époque, on avait ça, ouais. Après, t'es pas obligé d'inclure tous tes passes d'expérience. Non, bien sûr, non, moi je limite... Tu mets les 3-4 derrière. Hein. Moi je limite l'expérience d'ici. Voilà. En Belgique, il n'y a pas. Il n'y a pas de Belgique, il n'y a qu'ici. Mais ce qu'il y a, c'est que... ce que je veux dire par là, c'est que tant que c'est structuré et tant qu'on sait lire, on sait... C'est juste pas que ça aille dans tous les sens. Quoi. Voilà, donc le mec, quand il va lire... Par exemple, moi, je commence avec mes skills. C'est-à-dire, je commence pas avec l'expérience. Je commence avec toutes les skills que je peux gérer. Tout ce que je peux faire. Je peux revoir les contrats, les écrire, je peux faire les tenders, je peux faire du procurement, je peux faire ça. En niveau managériel, tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire au niveau technique, je le décris. Donc j'écris le skills avec la description. Et après, je passe au niveau éducatif, toutes mes études, les certificats, les diplômes, les certifications, les formations et compagnie. Et après, je passe pas à l'expérience, mais highlight competencies. C'est-à-dire ce que j'ai délivré. C'est-à-dire, j'ai travaillé chez Alfoutem, j'ai délivré ça comme projet.
Ils aiment bien voir ce qui a été délivré. les Voilà. achievements. Et après, si tu veux voir ce que je fais comme boulot chez Alfoutem, c'est la prochaine section où il n'y a que les boulots, de la dernière à la première. Ça commence toujours avec la dernière à la première, même pour les expériences. Et tu vois, voilà ce que je faisais, je reportais à qui, quelle région on couvrait, quel était le poste, le titre, quelle année. Donc le mec, il s'y retrouve. S'il veut voir... Il y a une chronologie. Il y a une chronologie. Il y a un livre, quoi. Voilà, s'il veut voir que l'expérience, il a l'expérience, les projets que j'ai signés, les projets que j'ai délivrés, comment ils étaient, les budgets, les coûts. Là. Et s'il veut voir ce que je faisais, à qui je reportais, la structure de la boîte, le chiffre d'affaires de la boîte, il l'avait plus bas, parce que c'est pas un détail qu'il a besoin. Lui, ce qu'il veut voir, c'est l'expérience acquise. Il a les diplômes, ok, le mec, il a un master. En plus de ça, il a travaillé 15 ans dans l'énergie, facility management, property management. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait comme projet ? Bon, c'est bon, ça lui donne une idée. Après, il dit, quelle boîte ? Oh, 4 grosses boîtes. Alfoutem, Imdad, Etisalat, ok, c'est bon. Il y a des noms, Donc c'est bon, il se dit, bon, pas de blanche. Après, il te demande, apporte-nous les lettres qui prouvent que tu as travaillé là. Tu sais, à un moment donné, après l'interview, on te demande d'apporter... comment ça s'appelle encore ? Référence. C'est la référence letter ? Referrals. Ouais, référence letter. Non, pas référence letter. Tu sais, quand tu finis ton contrat, on te donne chaque fois une lettre à ta termination. Ok. Pas de licenciement, mais c'est la lettre qui dit que tu as bien travaillé de telle année à telle année. Ah, je sais pas ça, j'ai pas eu ça. Bah bon, voilà, donc ça, tu dois les donner. Des trois dernières boîtes. Et puis, il te demande aussi... Ah, ça, c'est un truc qui me tue. Il te demande des salaires. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu es en train de négocier un salaire avec eux, mais ils veulent savoir combien tu as gagné avant. Ouais, c'est typiquement ici. Ils veulent un benchmark. Ils veulent un benchmark pour dire pour si tirer on ça. t'augmente, si on t'augmente, on va pas d'augmenter le double. On va Ouais. pas passer au double. Du qui de double. Voilà, donc ça, c'est un truc. Donc après ça, mais ça, je reviendrai plus tard pour la négociation. Ce qui est important aussi, c'est que dans le CV, ici, on demande d'avoir la nationalité. On veut voir la nationalité. C'est quasiment devenu j'en parlais donc avec les deux headhunters. Ils veulent savoir la nationalité. Je dis dans le CV, c'est un truc qui est fou. L'âge, la nationalité. Parce que le salaire à Dubaï, c'est par rapport au passeport. Ouais, bien sûr, c'est lié. En partie, c'est lié. Ça dépend encore de la compagnie. Il y a des compagnies structurées internationalement. Ton passeport ne sera pas... Une partie du passeport ne sera pas liée au salaire. Et il y a des compagnies qui ont des structures locales où c'est au Vogelpick. Vogelpick, c'est en Belgique, on dit. C'est au hasard, quoi. Okay. Et donc, le statut du visa, si tu es visa... un exemple. Tu viens d'Europe. Tu bosses pas ici. Tu dis que tu es en visa, quoi. Ou tu parles pas du visa. Si tu veux pas, mais tu peux dire que tu es immediately available. Ouais, ils aiment bien ça. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que le mec il est ready. Et tu mets un numéro local. Ce qui est important, surtout, c'est d'être joignable avec un numéro local. Parce que si tu as un numéro à l'étranger, on n'appelle pas. Jamais on appellera un numéro à l'étranger. Et jamais on t'enverra un email. C'est-à-dire. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas la culture de l'email ici. Punaise, de répondre à un email, déjà, c'est. Alors, il y a des emails partout. Ouais. Il y a des emails partout. C'est vrai, hein. Tu postules. Le mec, il t'appelle. Ouais. Le mec, il t'appelle. Moi, quand on me dit send me an email, je fais bon, lui, il veut pas que je le contacte. J'ai compris. J'ai Parce compris qu'il le va pas le message. lire. I got the memo. Ouais, parce qu'il va pas le lire. Oui. Il préfère le WhatsApp. C'est vrai. T'as remarqué ça ? Ça, j'aime bien par contre. Hein. C'est vrai que je m'en suis rendu compte là en étant à l'étranger un peu cet été. C'est pas tous les pays qui ont cette culture du WhatsApp. Ici, on a des groupes. T'imagines le travail dans des groupes WhatsApp ? Je dois écrire des romans sur WhatsApp. C'est-à-dire que tu dois décrire un truc, t'envoies un WhatsApp. WhatsApp, c'est pas fait pour ça, quoi. Mais bon, Ouais, ici, c'est vraiment devenu une work tool. Ouais, voilà, c'est un outil de travail. Donc, le numéro local, c'est important. Ok. Il faut l'avoir. Mais bon, maintenant, quand t'es de France, on passe à l'étape numéro 2. Numéro 5. 4. Ah, ok, on était toujours à la 3, là. Ouais, on était à la 3. À 4, la présence. Il faut que tu investisses 1 mois, 2 mois. 1 mois, c'est trop peu, je pense. Je pense qu'il faut venir 2 mois. Tu fais 2 mois sabbatiques avec ton entreprise, ils ne te payent pas. Parce que si tu veux vraiment partir, il faut faire l'effort de sacrifier quelque chose. Avec tes fonds, tu viens, tu prends une chambre, appartement partagé. Tu prospectes de là-bas, tu fais ta prospection là-bas, tu trouves les entreprises comme on avait dit au point 1. Tu as déjà trouvé des entreprises, tu as trouvé des gars, tu sais, tu as déjà fait contact, vous avez déjà parlé, communiqué. Il y a déjà un premier lien. Il y a une piste, il y a déjà un premier lien, le mec il est déjà intéressé par ton profil. Tu vois, il est pas intéressé. Tu conseilles pas donc de débarquer ici non, en comme parachutiste. Ça, en parachutiste, tu vas juste brûler ton argent, c'est tout. Hein. Tu brûles, tu viens au brunch et gire. Le meilleur des cas, tu rentres un peu bronzé, t'auras au moins pris ça. Non, mais c'est le problème, c'est qu'il y a trop de tentation. Quand tu viens comme ça en parachutiste, à la fin, tu t'atterris sur moi, je vais dire plusieurs projets. Mais quand tu viens en parachute, rien dans le projet que tu avais avant. Moi, ça m'arrivait. Quand tu arrives, enfin, quand t'es. Il faut essayer de faire le maximum que tu peux faire à l'avance. Bien sûr. Il faut préparer le terrain.
Donc, prépare le terrain, comme on avait dit, étape 1, select, tu fais la sélection des compagnies, des personnes, tu fais les contacts. Et ceux qui t'ont rendu un feedback, et vous avez communiqué, et vous avez déjà peut-être un truc sur WhatsApp, sur Teams, vous avez fait un Zoom, vous avez fait un call et compagnie, ces mecs-là, ils veulent bien te rencontrer, même si le poste n'a pas encore été ouvert ou qu'il va être ouvert et compagnie. À ce moment, ça vaut la peine de venir. Moi, je l'ai fait la première fois. Je me souviens quand je suis revenu en 2013, avant de revenir définitivement pour Al-Foutem, et c'est comme ça que j'ai trouvé le boulot pour Al-Foutem, je suis venu 1 mois et j'ai préparé 1 mois de visite de plein d'entreprises qui étaient mes clients pour voir s'ils avaient du taf pour moi. Et puis j'ai eu Al-Foutem, parce qu'il était mon client, ils m'ont dit on engage, hein, on veut un ingénieur. Ah bon? Je peux postuler? Vas-y, postule. J'ai postulé et mon profil avait été rejeté parce que quand on me posait la question, la question fatidique était qu'il fallait être ingénieur, électromécanical, mécanical ou électrical. Et moi, je mettais non. Je suis pas ingénieur. Donc, automatiquement, j'étais sélectionné out. Et donc, quand j'ai appelé le gars qui m'avait dit, ouais, moi, je t'engage, donc le département manager, mon N+1, Il voyait pas ton... Fadi, il me disait, mais écoute, non, tu mets oui, t'es ingénieur. Et je dis, mais attends, il me dit, le poste, c'est un poste de commercial. J'ai besoin d'un sales engineer, mais j'ai pas besoin qu'il soit ingénieur. Moi, j'ai besoin d'un mec qui soit commercial et qui est spécialiste dans l'énergie. Tu as fait des formations d'énergie pendant 1 an, tu es certifié CIEM, donc j'ai fait toutes les certifications possibles, inimaginables pour être dans l'énergie. Donc ISO 50001, CIEM, donc j'en ai fait 9. Et donc, j'avais les compétences pour comprendre le domaine et les vendre. Et donc, pour lui, c'était bon. Lui, il me dit, moi, je veux un commercial. Je veux pas un mec qui va faire l'audit. Je veux pas que tu ailles avec les data loggers, les installer, faire les mesures, faire un rapport. Non, moi, je veux que tu me vends, tu m'ouvres des portes et tu me vends des projets d'économie d'énergie. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis oui. J'étais rappelé. Ils m'ont envoyé un email, voici l'offre d'emploi et compagnie. Parce que j'avais déjà fait l'interview avec lui. Je l'avais fait au mois de juin. Et après, je devais en ligne remplir pour que ça matche. Et quand je remplissais en ligne, les ressources humaines me bloquaient. Et il me disait, ouais, tu postules, mais j'ai rien reçu. Ah, parce que tu mettais non. Voilà, je mettais pas les bonnes informations. Et après, quand je l'ai appelé, il m'a dit, je l'ai appelé de Belgique, il me dit, non, c'est pas ça. Là, tu remplis ça, là, tu remplis ci, là, tu remplis ça, comme ça, et t'inquiète, ça va arriver chez moi. Voilà. Donc, c'est ça, la relation. Donc, la présence. Établir des liens avant de débarquer, voilà, pas comme un touriste. Voilà. Et après, tu débarques et tu donnes 2-3 mois. Et tu bolles des relations, tu vas dîner avec, tu prends un café, il faut payer le dîner, tu payes le dîner. Il faut parce que de toute façon, le N+1, il va travailler avec toi, il faut qu'il se sente à l'aise avec toi. Donc, l'un dans l'autre, ça ne sert à rien de faire l'économe. Oui, j'ai économisé un restaurant, je vais économiser un café, je vais juste le voir pour un interview. Non, le truc pompeux qu'on a en Europe, formel. Ici, c'est pas la même chose. C'est la relation humaine qui compte, elle dépasse la politique ici. La politique. Ici, si le mec il s'entend plus avec toi, même si t'es le meilleur des gars, oh là, il défonce ta mère. Il va te dégager. Il va te dégager, il est presto. Et il a un justificatif. Mon gars, il est pas bon. Ouais, il trouvera quelque chose à... Voilà, donc il faut que, même si j'ai pas atteint mes objectifs, je vais ramener un autre gars, ça prend 3 mois, 6 mois, lui, il protège son site. Hein. Il veut pas que tu le bypasses, il veut pas que tu lui casses la tête. Donc, ça sert à rien de montrer que... C'est-à-dire, notre obstination à la française ou à l'européenne de dire ouais non c'est pas comme ça, c'est pas les procédures, être carré, ça marche pas ici. Ici, suis la vague, Bruce Lee. Follow the flow. Be the water. Your water. Ouais. Juste pour dire, ça fait 1h06. Si vous voulez, on peut faire une pause et après on peut revenir. On est à la fin de ça. Un numéro 2. Vas-y, il fait C'est la fin. juste l'étape Je fais la fin de 5, celui-là. vas-y. Voilà. Et après, on peut aller sur le truc. Alors, le numéro de téléphone, comme j'ai dit, local, c'est important parce que les mecs, s'ils voient un numéro local, ils se disent il est là. Si tu mets à la place de ton visa, immediately available, c'est attractif, il est là. Réseautage. Ça, alors, WOSTA, c'est une bonne question parce qu'en fait, quand je parlais avec les headhunters, je dis voilà, est-ce que le réseautage networking il est important? Ils me disent oui, avec les headhunters, pas avec les recruteurs. Le mec ressources humaines, là, la meuf là, qui travaille aux ressources humaines, 70%, elle s'en bat les reins. Elle s'en bat les steaks. Sauf si tu es quelqu'un de son réseau. Relatif. Relatif, ça va te placer. T'es pas le relatif, ça s'en fout. Elle fait son boulot. Elle vient à 8h, elle part à 5h. Donc même quand il y a un réseau networking, quand tu vas aller la voir, tu lui dis écoute, j'ai vu qu'il y avait une offre, tu donnes ton CV, elle s'en fout. C'est pas ça. Tu veux lui envoyer ton CV, tu le fais officiellement. Elle va, à part si t'es relatif. Si t'es relatif, c'est possible. Mais si t'es pas relatif, les gens HR, c'est pas tes meilleurs amis. Eux, leur boulot, c'est de filtrer. Donc ça sert à rien. Donc je pense pas. Je pense aussi à aller faire des salons, French Business Council et compagnie, entre Français, ouais.
T'es maghrébin, t'es seconde zone là-bas, tu seras seconde zone ici. Ça, Je c'est l'ai un truc, vécu. je sais pas si les gens en sont conscients de ça. Ouais, discrimination, tu l'as ici. C'est marrant, c'est un peu comme les ambassades en fait. Il y a des reproductions. Ce qui se passe dans le pays, c'est reproduit. Typiquement ici. Bah là, c'est venu ici depuis 5 ans. T'es l'arabe du service là-bas, t'es l'arabe du service ici, ça change rien. Depuis 5 ans. Bon, moi, je connais des gens qui travaillent dans des grosses boîtes. Je vais pas citer leur nom, mais je vais citer la boîte. EDF. EDF, ça doit payer, quoi. J'ai un cas de figure de dingue. La meuf, son mari perd son boulot. Elle est chez EDF. Elle présente son mari au CEO. Il est engagé directeur. Il n'a aucune compétence dans l'électricité, hein, dans le réseau électrique et compagnie. Il est pris directeur. Bon, s'il voit la vidéo, il va se reconnaître. C'est français. Et il prend le poste, il gagne plus que sa femme, il gagne plus que tout le monde. Il va jouer au golf et tout ça maintenant, le mec. Hein. C'est fini la misère. 2 ingénieurs avec des masters, tu vois, des têtes, maghrébins, même les bonus, ils n'ont pas, frère. Ils touchent des 30 000 dirhams. C'est des faits, les gars, c'est pas de la victimisation. On n'est pas là à chouiner. Ils ramènent des projets plus ou moins par année, 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires, chacun. Il n'y a pas de bonus. Ces bonus, c'est quoi? C'est 3 mois de leur salaire à 30 000. Alors, le mec, il signe 200 millions sur l'année. Faut arrêter de déconner. Hein. Ça, c'est EDF, la politique d'EDF. Donc, c'est les gars, ils regardent. Faut pas croire que la compagnie française, c'est des compagnies qui payent. Hein. Et il y a des compagnies qui payent. Hein. Je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. On prend Veolia. Moi, je connais des gens qui travaillent pour Veolia. Veolia, ça paye parce que Veolia... Et Total. Total, ils ont des grilles de salaire. Même les boîtes américaines, moi, je connaissais un gars, pourtant passeport jordanien. Ouais. Mais gros Non, bonus. ils payent. Hein. Alors, les Américains, c'est différent. Ouais, c'est à Ils ont compétence. voilà, salary skills, c'est lié à la compétence, diplôme et compagnie. Bon, ils font leur interview de bâtard. Ouais, c'était. Voilà, la sélection, tout ça. Il faut que, politiquement, tu passes, que je te kiffe, mais en même temps, il faut que tu sois compétent et que tu sois un barbare. Ouais. Donc, le résultat, eux... Il y a des screenings de fous dans la compagnie. Hein. Et les Américains, ils sont prêts à t'écraser. C'est-à-dire, un Américain... Alors, moi, j'ai bossé pour un Américain. J'ai bossé avec un CEO américain, Charles. Très bon gars, très open, il rigole et compagnie. Je suis même sorti avec lui plusieurs fois. On est parti en club. Tu sais, quand on a des events, on signe un contrat. Le mec, il invite tout le monde au restaurant, puis on va en boîte de nuit. Tranquille, hein, le gars, hein, avec sa femme et ses enfants. Il est marié avec une Libanaise, tu vois. Et donc, on allait... j'étais encore en mode célibataire ici, bachelor ici. Donc, on allait là-bas, on rigole et tout ça. Il paye tout. Restaurant, hard rock café, pareil, tout ça. Mais si les résultats ne sont pas obtenus, c'est un lynchage public. Hein, frère. T'es en meeting public, t'as tous les mecs du bureau, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec les commerciaux, parce que j'étais toujours dans le commercial quand j'étais chez eux, et eux, ils font du projet, et le mec, il va t'écraser, et il va te pointer du doigt que eux, les mecs que je paye en projet, ils servent à rien, parce que toi, t'as rien vendu. Parce que toi, tu es sur le terrain, je sais pas ce que tu fous. T'es en voiture, tu tournes en rond. Tu vois, il va t'écraser comme une crêpe. Il s'en fout. Ouais, l'humain, il prend pas. Tu prends pour ton ego, et le lendemain, il te repart normal. Hein. Avec le sourire, ça va. Ouais, business is business. Business is business, voilà. Donc c'est ça. Donc, mais tu sais que l'avance, lui, c'est quoi? C'est le chiffre. C'est le chiffre. Humainement, en dehors du taf, humainement, c'est une crème. Mais au niveau business, il veut du fric. Et il est là, il t'a engagé pour le fric, il t'a pas engagé pour tes yeux. Au moins, c'est ça qui est bien, ils sont goal-oriented, ils sont orientés objectifs. Tu vois. Ouais, voilà. C'est pas comme les Français, ils sont, je me rappelle à l'époque, trop politique. C'est compliqué. Ils sont orientés objectifs, orientés physique, orientés mental, orientés culture générale, orientés blablabla, je t'en passe. Ouais. C'est compliqué. Hein. Capitalisme de connivence. C'est pour ça que c'est pas facile. Hein. T'as des mecs de France qui débarquent ici, ils n'ont aucune expérience locale, mais ils sont engagés. Pourquoi? Connivence. C'est mon pote, là, je suis directeur, CEO, managing director. J'ai ramené, je crois que le mec, il va nous illuminer. En fait, les mecs, les Français, moi ce que j'ai découvert des Français, ici en 15 ans, c'est que les Français croient qu'on les attendait. Tu sais, ils sont venus avec la lumière. Le siècle des lumières. D'eau, c'est nous. La lumière, c'est nous. Les frères Lumière, c'est nous. Non, c'est pas vous. On vous a pas attendu, les gars. C'est pas vous. Hein. Moi, je suis venu tout seul ici. Hein. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. C'est même nous, chez nous, dans l'immobilier, hein, les personnes qu'on avait recrutées, qu'on avait formées et tout, pourquoi vous ne m'avez pas invité à la réunion il y a beaucoup de... Comment on dit en français? En anglais, c'est... Entitled, tu vois. En fait, de ceux qu'on a rencontrés, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils méritent déjà de base. Ouais. Alors que la méritocratie, ça se mérite, quoi. Par définition. C'est un cercle vicieux. T'atteins des objectifs. Ça mérite que de mériter, en fait. Ouais, c'est vrai.
Donc, on finit l'étape 4, et puis on arrive à l'étape 5, et puis ce sera fini. Étape 4, bien sûr, comme je l'avais dit, donc 70% des offres, elles ne sont pas publiées. En fait, tu as les headhunters qui ont des offres chez eux, dans leur portfolio, et qui font de la recherche de clients, parce qu'eux, ils doivent le placer, et ils prennent 3 mois de salaire à 6 mois de salaire. Donc, tout le salaire que tu vas gagner, eux, ils te le prennent x3. Donc, ils vont essayer de te vendre au maximum, au prix le plus élevé. Donc, ils doivent ramener des pointures, des missiles, des roquettes. Ils ne vont pas ramener le mec bras cassé qui ne connaît rien, tu vois. Donc, lui, le mec, c'est le premier filtre. Donc, quand tu as un headhunter qui t'a filtré et qui t'a kiffé, tu sais que quand tu as une grosse boîte comme Aldar, Ouais, c'est du. c'est du pain béni. Après, tu n'as pas intérêt à merder. Ouais. Ça veut dire que si t'as le mec, le recruteur, c'est son image à lui. Lui-même te dit, tu vas faire ton interview. Il te prépare avant? Oh, ouais. Alors, les bons recruteurs, ils te préparent avant. Les bons recruteurs te préparent avant. Moi, quand j'ai bossé pour Misa, le recruteur, franchement, il m'avait bien laminé. Mais il m'a dit, tu as du potentiel et je veux te présenter comme un client. Il me dit, on va refaire une interview et voici les points négatifs que tu dois corriger. Prochaine interview, tu me les prépares. Le problème, c'est que je parle trop. Il me dit, tu parles trop, tu vas te noyer dans ce que tu dis. La compagnie, c'est un Snapchat. Ça veut dire que le mec, le general manager, en 5 minutes, il doit savoir c'est oui ou c'est non. Donc, il fait une photo de toi et c'est en 5 minutes qu'il doit savoir que c'est toi ou c'est pas toi. Donc, ça ne sert à rien de raconter toute ta vie, ton expérience, tout ça. Lui, il veut qu'en 1 minute, tu te décrives. Et il veut qu'il sache qu'il peut compter sur toi pour délivrer ce qu'il attend dans le job description. C'est juste ça. Après, tout le reste de l'interview, c'est du friendship. Ouais, La relation personnalité, et on va commencer à construire Parce qu'en fait, lui, dès qu'il a vu que c'est bon, il continue l'interview. Et quand il continue l'interview, c'est en fait pour consolider l'idée première que c'est bon tel gars. C'est pas pour dissiper le doute. Parce que si dissipe le doute, t'inquiète, il va vite plier l'interview, il va demander à ses collègues de participer et de terminer le truc. Donc il me dit non, c'est les 5 premières minutes. Ça passe ou ça casse. Et dès que ça passe, à ce moment-là, tu auras des questions, mais des questions, c'est juste pour c'est de l'affirmatif. Bon, on sait que c'est lui, mais maintenant, voilà, quelles sont ses limites? Est-ce que c'est un couteau suisse? Est-ce qu'il peut tout faire, peut pas tout faire? Où il est? Et comme ça, le mec, il peut calibrer et se dire, voilà, combien je le paye aussi? Parce qu'il y aura la négociation à la phase 5. Donc ça, c'est vraiment une tactique. Et donc, les headhunters, 70% du marché, il est chez eux. Et le reste, il faut attaquer le N+1. Comme j'avais dit au tout début, dans l'étape 1, c'est lui qu'il faut aller targeter. Donc ne pas avoir peur de contacter, même sur email privé, etc. Et donc, quand tu es ici, et quand tu vas le voir, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui parles. Tu lui dis, voilà, moi, je sais que j'ai les compétences, j'ai ça, j'ai fait un projet similaire. Les mecs qui construisent là-bas le métro de Dubaï, moi, j'ai fait le projet similaire, le métro de Paris, j'ai géré la voirie, station un tel à un tel, j'ai signé le contrat, j'ai écrit le tender, j'ai fait l'appel d'offres, j'ai revu les spécifications techniques, nanana. Tout ça. Le culot, ça marche encore, Nadia, ou faut peut-être éviter, ça peut être mal pris. C'est-à-dire le mec, quand bien même il a pas encore réussi à décrocher un rendez-vous, mais il sait où loger, il sait où trouver cette personne, il connaît son bureau, il y va. Alors le culot, c'est pile ou face, parce que moi je fais au culot. J'étais au culot quand, avant de venir d'aller à Abu Dhabi, j'avais vu qu'il y avait un poste et une compagnie spécialisée dans les aéroports, gestion des aéroports d'Abu Dhabi. C'est une compagnie nationale, locale d'Abu Dhabi qui gère plusieurs aéroports dans le monde. Et pas qu'à Abu Dhabi. Donc, ils ont plusieurs aéroports. Et ils cherchaient quelqu'un pour la maintenance. Donc, un directeur FM. Donc, j'ai vu qu'il avait mis le poste en ligne. Je l'ai contacté. Je suis parti le voir en disant que je suis un mec de Belgique, qui était un de ses potes. Donc, j'ai dit à la secrétaire, je dis, ouais, je suis venu le voir. Je ne sais plus comment s'appelle le gars. Peut-être Michel, un truc comme ça. C'est un Polonais. J'ai dit, je suis venu le voir, je suis de Belgique. C'est un pote. Et je suis venu lui dire bonjour. Je suis de passage. J'ai pas dit que j'étais résident du tout, je suis de passage, j'aimerais le voir. Donc elle l'a appelé, il est venu. Et donc elle m'a dit asseyez-vous dans la meeting room. Et donc on est rentré, il me dit ouais mais je me rappelle pas de toi et tout. Je dis bah non mais c'est normal, je suis venu pour l'offre un tel. Ça a été accueilli comment? Pour lui, il a souri, il a dit ouais c'est bien, mais en fait moi j'ai posté le rôle sur LinkedIn, mais en fait c'est mon collègue qui s'en occupe parce que lui il savait pas le faire. Il m'a dit ça comme ça. Ah ouais. En fait, le mec ne savait pas le faire, c'est un Jordanien, tu vois. C'est en fait c'est un mec qui avait été engagé parce qu'il est le pote du CEO. Le CEO, c'est un Émirati, c'est un local. Lui, c'est un de ses potes. Il l'a ramené. Emploi fictif. Hors compétence. C'est-à-dire que c'est le mec, il le suit, il dit amen, il obéira au doigt et à l'œil au CEO, c'est normal. Il a d'expérience, on va dire technique, il est ingénieur, mais il n'est pas FM. Et il est limité, tu vois. Donc, c'est pour ça que le mec avait posté le truc. Et donc, je l'ai rencontré.
Et là où je me suis planté, c'est que je l'ai vu au début, première bonne impression. Au rendez-vous de l'interview, il travaille sur un truc vraiment important. Et je me suis dit, tiens, je vais encore aller plus fort. Je vais leur donner le conseil de ce qu'ils doivent faire. Et j'entendais, parce qu'il y avait leur meeting room qui était ouverte, et moi j'étais dans le lobby. Et j'entends tout ce qu'ils disent. Il y avait un local, je ne savais pas que c'était le CEO. Et il y avait le gars qui devait me passer l'interview. Et pour lui, c'était bon. Tu viens me voir, on fait l'interview, et puis normalement ça devrait aller, Inch'Allah. C'est ce qu'il m'avait dit. Et il avait ces gars à lui, c'est philippins et indiens. Et puis moi je toque à la porte, j'ai dit Samhouli, en arabe, je dis je vais vous donner un petit conseil par rapport à ce projet-là. Si vous voulez aller vraiment sur du café, c'est comme ça qu'il faudrait le faire, ça. Un monologue. Bonne demi-heure. Le CEO me regarde, il me dit Tfaddal, vas-y, décris, explique, j'explique. Le mec, il l'a mal pris. Ah ouais, parce qu'en gros, tu fais de l'ombre. C'est le CEO qui a mal pris. Ah bah non. CEO, il a bien pris. Bah oui, mais ça, le problème. rien. La politique, bah oui. Ah ouais, le mec, il a mal pris. Le mec, il est pire que moi. Il est mieux que moi. Il connaît tout, je connais rien. Voilà, c'est ça. Donc, et donc lui, ce qu'il a fait. Je sais tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit vous terminez il a fait comme ça. Pour te dire qu'il a mal pris, il s'est levé. Il a dit je vous laisse terminer l'interview. Et il est parti. Plus d'interview, c'est fini, c'est mort. Ah, bah oui. J'ai relancé la secrétaire du CEO. Je t'ai vidé un chargeur dans le pied, là. Voilà, bon, après l'assistante, elle m'a dit mais bon, pour le CEO, c'est lui qui doit valider. Ah, lui, t'avais compris, quoi. Voilà, non, parce que tu veux ce que tu pourrais faire. Et là, je vais te donner un conseil. Ouais. Mais pas en 1 heure, en 1 seconde. C'est que tu fais des petits messages au local, si tu arrives à le trouver, tous les 4 mois, 3 mois. Et le jour où il va virer le Jordanien, Ouais, mais bon, ça m'intéresse même pas. tu vois, tu vas être son nouveau Jordanien. Et ce qui est fait. Tu vois ce que je veux dire? On est passé à Parce autre chose que je maintenant. pense qu'il risque de le virer, tu vois, avec la pression et tout. Ouais, c'est parti. Bon, non, il était là avec lui depuis longtemps. C'est-à-dire, j'ai regardé le profil qu'il avait. Il a suivi ce gars-là depuis longtemps. Il a bossé. En fait, j'ai regardé les boîtes, c'est des boîtes gouvernementales. Donc, où il a bossé là, il est nouveau, là, ça fait 3 ans. Le CEO, dans la même boîte, ça fait 3 ans. Et avant, il était là 10 ans dans une autre boîte gouvernementale d'Abu Dhabi. Le mec aussi, il était là 9 ans. Il le suit. Il le suit. C'est son homme de. Souvent dans les boîtes locales, il y a un homme de confiance comme ça, du Chem, souvent. Voilà, et on le ramène avec. Libanais, jordanien, palestinien. C'est pas la compétence qu'on recherche, c'est la confiance. Ouais. Donc, il sait tout, il connaît tout, il me rapporte, il me dit tout. Et donc, je veux pas me casser la tête, mais lui, je sais qu'il va me résumer ce qui se passe. Une fois par semaine, il vient, il me dit voilà, tel projet, ça avance pas. Et puis la dernière étape, ce qui est important, donc après avoir été voir les gens, donc aller, comme on avait dit, aller au culot. Ouais. Ce qui est important. Ah non, je crois que je l'ai dit, hein, c'est ça. Ah ouais, non, la négociation. C'est-à-dire que quand tu arrives au point critique où on te dit ok, c'est bon, on a le poste, on a défini tout ça, c'est le salaire. Et là, il faut faire une étude de marché. Il faut avoir joué au poker un peu. Il faut être prétentieux. Pas trop, mais prétentieux. Il faut demander. Il faut oser demander. Moi, je me souviens, j'avais demandé une fois une boîte 65 000, plus allowance et compagnie. Et il m'avait dit ah non, nous, le package, il a 38 000. Même le CEO, il touche pas ce salaire. Alors, comment retomber alors que j'ai pas de boulot? J'avais plus de boulot parce que c'était la crise du Covid, et après le Covid, il fallait que je retrouve du boulot. Et il me dit, purée, je me suis tiré une balle dans le pied. J'ai pas répondu immédiatement, parce qu'il m'a envoyé un email le jour même. J'ai répondu le lendemain matin. J'ai envoyé un email. J'ai dit, après réflexion, je suis prêt à revoir mes prétentions salariales à la baisse pour qu'elles correspondent à votre package. Donnez-moi un appel quand vous êtes libre. Le mec, il m'a rappelé. Le recruteur, c'est un British. Jack, il gagnait plus que 38 000 lui-même. Ouais. Et il me dit, ouais, mais qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis du jour au lendemain? Je lui dis, avant... Attends, c'était quelle année? 2022. La guerre en Ukraine avait démarré. Et je lui avais dit, écoutez, je comptais rentrer en Belgique. Parce que moi, mon excuse, c'était je rentre en Belgique, tu vois. Et je lui avais dit, écoutez, je comptais rentrer en Belgique. Et là, je pense qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il est préférable pour moi de rester ici et d'accepter ce salaire... et de faire attention à mon budget, et de serrer mes dépenses. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ma famille est rentrée en Europe. Il n'y a que moi qui reste, donc le salaire me convient bien. Ah, t'as pu retomber sur tes pattes. Mais tu penses que ça peut être éliminatoire d'annoncer... Quand même, t'as tout passé, là on est sur la négo, t'annonces quelque chose de trop haut, tu penses que ça peut être éliminatoire? Parce que, encore une fois, ça dépend de comment il te kiffe. Comment le N+1 te veut. Et quel est le budget qu'il a. Parce qu'en fait, le problème, c'est toujours le budget. Le N+1, il a un budget annuel. Alors, on lui donne 2 millions de dirhams. On lui dit, recrute 5 gars.
bah, il doit diviser les 2 millions de dirhams à l'année en 5 gars. Et donc, il peut donner plus, moins, en fonction des positions. Et lui, c'est ça. Il a ce budget-là, et il est bloqué avec ce budget-là. Il ne peut pas aller plus loin que là. On lui a donné une mission. On lui dit, voilà, tu es général manager. Ton target, c'est d'atteindre ça, 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 ça. Lui a fait son business plan. Il a mis un budget, on l'a approuvé. Ben maintenant, avec ce budget, il se démerder. Donc, si on l'a donné que 38. Parce que le seul moyen pour qu'il te paye plus, c'est d'aller au board. Donc, il doit repartir au board. Chairman, board member, et justifié pour 10 000 dirhams. Bon, des fois, tu n'as pas envie d'aller au board, donc pour demander. Un exemple, si le gars est déjà là, tu es déjà en opération, tu prends un exemple 50 000, et tu risques de partir. Tu dis, ouais, je vais me casser, moi. De toute façon, je suis payé mieux, j'ai trouvé une boîte qui me paye 72 000, pourquoi je vais rester ici? Vous vous alignez ou je me casse. Et donc là, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu vas lui montrer la lettre sans le nom de la boîte, puis dis, voilà, moi, qui tout double? Je me casse, ben le mec, il t'augmente. Tu vois, il t'aligne. Parce qu'ils ont le budget. Ça, je l'ai remarqué, parce que je l'ai fait. La boîte, donc la fameuse boîte, j'ai commencé chez eux, et ils m'ont augmenté. Et ils m'ont augmenté 6 mois après. 6 mois après ma notice, j'avais une offre d'une autre boîte, je leur ai présenté, ils m'ont rajouté 20 000 en plus pour rester. Donc ça veut dire que dès le départ, ils auraient pu me donner, en fait 58 000. Moi, j'avais demandé 65 000, mais ils auraient pu me donner 58 000. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, il faut négocier et il faut savoir jouer avec la négociation et savoir c'est quoi ton impératif. Ton impératif, c'est de mettre un pied, c'est-à-dire que tu n'as jamais travaillé ici, tu veux te mettre un pied ici, et donc à ce moment-là, tu acceptes et tu la fermes. Ou tu es déjà en position de force, tu as plusieurs offres et tu peux choisir à la carte, mais après, à la carte, ça dépend. Ça dépend de la relation que tu vas build avec le N+1. Dis-toi bien, les cultures des gens avec qui tu travailles, c'est pas la même chose que toi. Ouais. On n'a pas la même culture. Donc, la culture d'entreprise n'est pas la même, la culture collaborative n'est pas la même. Si demain, il y a des gens ici, ils sacrifient comme ça. Si ça, il a besoin d'une carte joker, c'est toi qui sautes. C'est toi qui sautes. Voilà, même si t'es le meilleur. Et dis-toi bien que son N+1 à lui, il s'en fout. Le CEO, même si c'est que toi, t'es le bon, t'es le meilleur des éléments qu'ils ont engagés. Mais lui, il a un chef de département. C'est le chef de département qui décide. Il ne rentre pas dans ses micmacs. Il ne va pas rentrer dans sa cuisine. Le chef de département, il doit atteindre des objectifs. Si le chef de département estime que toi, tu es le circuit breaker qui doit sauter, le CEO, il te fait sauter. Il va valider, il va approuver, il va pas... Peut-être que pour te sauver, ils te mettront ailleurs. Si tu as une très 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 bonne relation avec le CEO, ou un managing director, ou un truc comme ça, et t'es pris par le département. Autrement, non, tu sautes. Donc ici, la culture de sauter, c'est rapide. Donc je crois que j'ai fini la liste en 5 points, stratégie en 5 points pour venir chercher du boulot. Il faut se préparer, faut être préparé. Et après, les diplômes aussi, j'ai bien expliqué, MOFA, MOI. Encore une fois, si tu targetes le gouvernement, MOI, Ministry of Education, et un diplôme. Tu sais, en Arabie Saoudite, c'est fini, les bachelors. En Saoudi, tu veux bosser pour le gouvernement, pif, un exemple. Si tu n'as pas de master, tu bosses même pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas ton CV ou ton profil. Tu postules, tu es mis de côté dès le départ. Ah, parce que sinon, ils prennent des Saoudiens pour les postes. Là, ils n'ont plus besoin de toi, c'est fini. Donc, on prend un master. Il faut un master. Et après, là, eux, le MOI, c'est pareil. C'est comme maintenant aux Émirats, Minister of Education Equivalence. Mais eux, c'est plus débile. Ils appellent l'école et ton professeur principal. Notre cher ami Ahmed, il lui demandait de partager le contact de son professeur. Alors, le mec, il a 52 ans. Oh non, 54 ans. Et il est peut-être mort, le prof. Bah oui, où tu vas retrouver le prof. Donc, alhamdoulilah, il y a son université au Maroc qui lui a fait une lettre de reconnaissance pour les points, pour le diplôme et compagnie. C'est-à-dire que ils ont vraiment serré la vis. Mais écoute, quand tu as eu une masse d'étrangers du continent indien qui sont arrivés avec des diplômes... En Égypte aussi, il y a eu un peu des diplômes un peu farfelus. Des faux diplômes. Il y a eu tellement de faux diplômes, il y a tellement d'accidents. Ouais, c'est clair. Tu peux plus. Donc, tu décides maintenant de sévir. Et tu punis tout le monde. C'est que même les gens qui sont compétents et qui n'ont pas de diplôme, malheureusement, ils ne pourront pas prendre ces postes-là. C'est-à-dire, pour pouvoir prendre le poste, faudra que la boîte... Alors ici, je prends l'exemple des Émirats. Maintenant, les Émirats... Golden Visa, je vous ai dit aussi, il leur faut aussi les MOI maintenant, Ministry of Education. C'est-à-dire que tu prends le Golden Visa, il faut l'équivalence MOI pour faire 10 ans. Si tu l'as pas, les MOI,
Si tu as juste Mofa, c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant aux Émirats? Je voulais dire un truc, c'est un truc qui m'est sorti de la tête. Subhanallah. Par rapport à Emoï. J'ai oublié. Ça reviendra. C'est pas grave, donc on peut faire un break. En tout cas, c'est ça. Donc, si les gens ont d'autres questions sur YouTube, mettez-les en commentaire. Voilà. Et encore une fois, c'est que du vécu. Hein. Ouais. Vous avez vu Nadir lire un peu un prompt, mais c'est vraiment basé sur une longue carrière de cascadeur. Ouais, voilà. Mais après, c'est les chiffres. Je voulais avoir des chiffres de Headhunter parce que eux ont des chiffres, ont des statistiques dans leur cabinet. Ils peuvent te donner des chiffres. Bon, c'est de la vérité. Ils vont pas te donner du précis. Ouais. Mais ils te donnent les statistiques de l'immobilier, des fourchettes quoi. Des fourchettes et des catégories d'emploi et des segments qui sont recherchés aujourd'hui sur Dubaï. Et j'ai limité à Dubaï, je ne vais pas parler des Émirats. Mais dans le prochain épisode, je pense qu'on pourra, si on veut recoller un petit peu à l'immobilier, en intro, on pourra reparler de ce que tu as dit justement au début de podcast, les tranches, tu vois, l'économie, comment elle est divisée en termes... Et l'impact sur la coloc et sur l'achat et la location immobilière. On va pouvoir tout regrouper. Ouais. Voilà les gars, partagez. Prochain podcast, likez, partagez. Voilà. Et prochain podcast dans une semaine. Voilà. Et mettez en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Justement, si vous êtes intéressé par une de nos vidéos, cliquez ici. Parce que c'est vrai qu'on fait ça maintenant. Ah c'est vrai, il y a le... à chaque fois qu'on met une vidéo, c'est à droite ou à gauche. Il y a suivez-nous par là et cliquez par là pour la prochaine vidéo. Là, c'est vrai, donnez de la force à la chaîne. Je pense qu'on donne des bonnes informations. Ah oui, clairement. 15 ans d'expérience. Hein. Voilà. Donc, on donne pas du faux, on vend pas du rêve. On vous dit juste pour votre bien. Enfin, pour moi, c'est du gratuit. Hein. Je gagne rien. Hein. Je suis venu d'Abu Dhabi, j'ai payé l'essence. J'ai ma femme et mes enfants qui sont au mall. Ils vont faire du ski, ça va me coûter bonbon. donc non, toutes les informations que je donne, c'est vraiment pour que vous n'avez pas à subir ce qu'on a vécu. Nous, à découvrir. On est arrivé en mode découverte. Et alhamdoulilah, c'était encore facile. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent. Et qui arrivent en disant, ouais, moi je reste 2 mois pour chercher du boulot. Mais lui, il passe son temps au brunch Égir, à se plaindre qu'il ne trouve pas de boulot, que les gens de la communauté l'aident pas, parce que c'est vrai, la communauté maghrébine, elle n'a pas de support, malheureusement. C'est pas celle qui va donner du boulot. Hein. C'est pas les Libanais. C'est pas les Libanais. On n'est pas Libanais, Pakistanais ou Indiens. Donc ça, c'est clair que le Maghrébin ne compte pas sur le Maghrébin pour que qu'il t'engage. Ça, de facto, je te le dis d'avance. Et même pour entreprendre. Il n'y a pas t'aider pour donner les bons tuyaux. Je pensais que Ben, il allait rebondir. Toi, tu as eu une petite passe quand même. Sur quoi? Sur du boulot. Ah, Bayara peut-être. J'ai eu un gars justement de Égir qui m'a aidé, Slimane. Non, je pense qu'il y a eu... Oui. Après, il y a eu l'autre, là, Malik. Non. Malik, à travers Slimane. Moi, je l'ai eu aussi. C'est grâce à ça, tu tu vois, faut mettre l'église au milieu du village. Ce que je veux dire par là, c'est que... Non, ce que je dis par là, c'est qu'en majorité... C'est vrai que depuis tout à l'heure, tu parlais... excuse-moi, je parle après toi. Okay. En fait, en majorité, les gens que tu connais, qui sont proches de toi, ils vont t'aider. Parce qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que nous, quand on est venus ici, on a construit des liens, on a tissé des liens. Maintenant, c'est 15 ans. Ouais, donc, il y a des Maghrébins d'Europe qui nous connaissent depuis 15 ans. C'est des longues amitiés. Ouais. C'est des longues amitiés. Et donc, il connaît ta personne. Et donc, il sait que tu vas pas foirer quand il va te recommander. Il le sait. S'il présente un directeur ou un de ses clients ton profil, il sait que tu es le mec qui est carré, qui va faire le boulot. Mais toi, tu viens d'arriver de France. Tu viens sonner à ma porte. Tu me dis, ouais, Nadir, voilà mon profil, nanani, j'ai ma femme, mes enfants, j'habite à Sharjah, je suis en galère, nanana. Pourquoi je vais m'exposer? Ouais, tu vas pas prendre toi des risques à potentiellement te cramer si le gars c'est un peu un psychopathe. Mais par contre, on parlait tout à l'heure des Libanais, moi j'en connais. Elle est là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi comment tu as décrit le truc. Pas tous, mais certaines personnes de la communauté libanaise, il ne connaît pas le gars, il l'a jamais vu. Libanais, ouais, peut-être quel coin, quel village, peu importe. Voilà, tu vois. Et le mec, il engage, quitte à prendre le risque. Vous savez qu'il est comme ça aussi? Les Kabyles entre les Kabyles. Oui. Les Kabyles entre eux, c'est des Libanais. Hein. Non, pas que les Kabyles. Moi, je trouve que même les Algériens entre eux, non. Ils ont peut-être plus de liens, non? Non. Alors, je suis pas algérien, donc même si j'ai ma famille qui est née en Algérie, mais j'ai pas beaucoup de feedback. Kabyle, je confirme ce qu'a dit. Kabyle entre eux, c'est ce que j'ai compris. Hein. Le drapeau. Non, c'est même pas forcément ça, le côté nationalisme ou caucase. Après, est-ce que c'est pas le fait d'être une petite communauté, même pas, parce qu'il y a beaucoup de Libanais ici quand même. En tout cas, les Libanais, moi je l'ai remarqué, j'ai des Libanais qui ont perdu leur taf. Tu sais, ils jouent au foot avec mon fils, PSG. Le mec, il a perdu son taf.
Il y a un autre Libanais, lui dit, il n'y a pas de problème, demande ton CV, nanani, Ouais, nanana, non, je non, vais voir ça, pour te moi, je trouver. l'ai vu des- Et il lui dit, même s'il dit internship et tout ça, même si le salaire et tout ça, il dit, ouais, juste quelque chose en attendant, payer le loyer. Frère, Payer le loyer. il te fera même rentrer par la cheminée. Alimentaire. Tu rentres pas par la grande porte, forcément, il te trouvera un truc. Il lui dit, paye le loyer, juste paye le loyer. Il lui dit, il n'y a pas de problème, je te trouve. Ou ta femme, sa femme, elle est truc, il dit, bah, ta femme, on fait un truc d'ingénieur, je lui donne un projet. Ils bossent entre eux, un truc de fou. Ils bossent entre eux. Il n'y a pas de pitié. C'est-à-dire, eux, leur communauté, ils font. Moi, je connais un mec qui est arrivé d'Australie. Donc, il a quitté l'Australie, il dit c'est trop cher l'Australie, c'est fini, il n'y a plus de business là-bas et compagnie. Donc, Libanais, t'es arrivé ici, il a débarqué à Abu Dhabi, emploi, il s'est installé, appartement, la communauté libanaise, hyper soudée, hein, qu'ils soient même de différences religieuses. Hein. Ah non, je C'est sais, je sais. sunnites, chiites, chrétiens, ce que tu veux, entre eux, je pense que le drapeau libanais, c'est la priorité d'abord. Quand un Libanais ouvre un resto ici, Ouais. les amis, les potes ou les potes des potes ils viennent vont. et Ouais. payent plus cher que l'addition qui a Pour été l'aider, donnée pour l'aider. Ouais, ouais. Alors que nous, je pense que ça Discount. risque d'être le contraire. Moi, je cherche Le mec, les il te demande discounts. une remise si vrai. t'as un pote qui ouvre un resto, tu vois. Donc Et je pense que limite, là, limite, ça donne envie d'aller manger Perouti, Libanais. ça fait 2-3 jours que tu m'en Ah parles. non, moi je vais faire un steak là. Après, ouais c'est Texas Roadhouse. Texas, ouais, Ouais, un bon take. Bon, Parce que, de toute façon, Abdel, t'es obligé d'y aller, là, au Beirouti. Je sais, t'es sous la sellette, t'as ça, t'as ça. non, non, non. T'as ça. Mais Ben, c'est Pas précis. aujourd'hui. Ben, On il va aller que au ça- Beirouti de on va- DFC, c'est on va faire précis. que ça, voilà. Moi, j'aime bien celui de l'autre, là. Je sais, mais c'est. Ou après, C'est on un peut y peu aller plus si long. on va au truc. Non, moi, Tout est- moi, le palestinien, je préfère, tu vois. Mamaïch, on y a mangé il y a pas longtemps. Moi, Mamaïch, On a On a mangé avant-hier. C'était pas mal. Hein. Moi, je kiffe Mamaïch. On a Mais pas mangé- celui d'ici à Business Bay. J'aime bien l'autre là-bas, dans la villa, là. Ouais, l'ancien. L'ancien, ouais. Anyway, guys, petit Allez. like, un petit commentaire pour aider la chaîne et à très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. Salama.